Son âge? Elle a 15 ans alors. C'est une élève de première année, ce qui concorde bien. Le 28 août serait sa date de conception? Oui, cela serait plus plausible. La date de la plaque correspond à la date des émissions d'ondes des 16 ans de cette fille. Cela expliquerait que les corbeaux attendent le signal pour attaquer, et que ce signal serait celui des émissions d'ondes. Cette date peut très bien être aussi celle de son séjour à Paris, s'écria Pierrick triomphant. Il fit ce raisonnement d'une voix de plus en plus fébrile. Mais oui, tout se tient. Écoutez, c'est une jeune fille qui a 15 ans et qui est en première année d'initiation. Dans le rêve, les Champs-Élysées veulent dire qu'elle a séjourné à Paris. Et les corbeaux qui l'attaquent à son 16e pas, ce 28 août, nous indiquent qu'elle avait émis des ondes ce même jour. C'est à ce signal qu'ils attaquent ce 28 août. C'est la date des émissions d'ondes, donc la date de sa conception. Je pense comme toi. En effet, si les corbeaux réagissent à son 16e pas, c'est que cela correspond à un déclenchement, les premières ondes émises. Moi-même, ce mois d'août, j'étais à Paris et j'avais émis ces ondes que ma mère, par sa présence, camoufla, dit Myriam. Ce jour-là, elle ne me quitta pas d'un cheveu, je m'en souviens, car j'avais rendez-vous avec une copine opaque et j'avais dû annuler l'invitation. Oui, en effet, c'est l'interprétation la plus logique de ton rêve, conclut Alicia après avoir écouté nos déductions. Alors, si je comprends bien, il faut trouver une jeune fille de 15 ans qui aurait 16 ans le... Marc calculait, mais aussitôt Pierrick précisa, le 28 mai. Le regard que Marc tourna vers son meilleur ami était indéfinissable. Pour lui, aujourd'hui, tous étaient dans le coup, sauf lui. Il ne déduisait rien et réfléchissait bien plus lentement que les autres. Il se sentit nul et cela l'agaça. Pierrick, qui savait lire en lui, le taquina en lui disant « Que veux-tu ? Quand on est bon, on est bon. »« Oui, bon, ça va, » répliqua le jeune blond en colère. « Je le sais car ma date de conception est le 28 août, mais je suis un prématuré, je suis né le 29 avril. C'est pour cela que, de suite, j'ai su la date d'anniversaire, » lui lança son copain en se moquant de lui. Morgan semblait embêté. Il dit « Et si la jeune fille est aussi une prématurée ? » Alors là, on n'en finira jamais, dit Marc, excédé. Ce n'est pas pour nous amuser qu'on cherche la signification d'un rêve, commença Alicia en donnant une tape légère sur le bras de son frère. Et c'est trop important, Marc. Il nous faut envisager toutes les possibilités, l'interrompit Myriam, les yeux embués. Oui, Myriam a raison. Il nous faut voir toutes les hypothèses. La vie de Morgan en dépend. Si le secret se réalise, il mourra, prononça Pierrick d'un ton solennel. Marc ne répondit pas. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il prit conscience soudainement qu'il avait envie d'envelopper Morgan dans ses bras. Même pour son meilleur ami, Pierrick, il n'eut jamais ce désir. Cela le surprit tant qu'il ne dit plus un mot. Bien. Alors si elle est prématurée, le mieux serait de ne pas prendre en compte sa date d'anniversaire. Entre les prématurés d'1, 2 ou 3 mois, etc., il serait bien plus simple de rechercher celles qui sont en première année et qui ont une date de conception le 28 août. Qu'en pensez-vous ? Conclut Alicia conciliante et très calme en regardant son frère et le groupe. Tous hochèrent la tête. Bien, il ne nous reste plus qu'à trouver, commença Myriam. Où peut-on avoir ce genre d'informations ? Demanda Morgan. Je ne sais pas, c'est la première fois que je dois le faire, Morgan. Maman travaille au ministère, mais tu me vois lui dire « Dis maman, tu aurais une liste des élèves de première année d'initiation qui ont été conçus le 28 août ?» À l'école, qui pourrait avoir cette information ? Questionna Pierrick. La directrice, non ? Proposa Myriam. Comment y avoir accès ? Peut-être qu'il serait plus simple de chercher les filles qui ressemblent à la description et de leur demander leur date de conception, non ? Suggéra Marc impatient. Sa sœur, qui allait émettre quelque chose avant qu'il ne parle, se tourna vers lui, les yeux ronds. « Mais tu vois que tu as de bonnes idées quand tu te donnes la peine, hein ? Tu me fais passer pour un intellectuel, » dit Marc, un sourire crispé, collé aux lèvres. Marc était en colère.
Il lui lança un regard si chargé de rancune qu'elle n'ajouta rien. Son petit air moqueur disparut. Elle le connaissait suffisamment pour savoir qu'il fallait cesser sur le champ de le titiller. Livre de Morgan. J'avais menti au groupe sur la description de la jeune fille que je ne voyais pas dans mon rêve. Je me doutais que cette jeune fille c'était moi, parce que c'était mes propres pieds que j'avais vus dans mon rêve. J'en avais la certitude à cause d'un infime détail. Sur mon pied gauche, il y avait une tache rouge foncée représentant une luciole. J'avais le même tatouage naturel. C'était une marque de naissance, m'avait dit Pépé. Pour décrire ma propre personne, aperçue par les amis du duc Zagred dans une grotte à peine éclairée, j'avais demandé à Dvamila le dimanche précédent « Si vous avez à peindre mon portrait tel que vous m'avez vu la toute première fois, quel détail a le plus marqué votre mémoire ?» Dvamila ne répondit pas de suite. Son regard s'arrêta sur moi insondable. « Tes cheveux, longs et bouclés. Je ne pouvais pas leur donner de couleur à cause du manque de lumière sous l'entrée de la grotte. Mais à la lumière du jour, ils avaient des reflets roux. Ta haute taille, ta minceur, tes yeux, grands. De quelle couleur les voyez-vous ? Il faisait encore sombre sous la voûte rocheuse. Je n'avais pas défini de couleur précise. Tu avais le visage ensanglanté. Tes yeux apparaissaient plus grands. Je ne voyais que ton grain de beauté sur la pommette. Je pensais que les kidnappeurs ne m'avaient pas bien distingué dans le noir, et que les autres acolytes du duc m'avaient vu sous l'éclairage d'une lumière chaude. La couleur de mes cheveux devait leur apparaître châtain clair, avec quelques reflets couleur miel, comme je m'étais décrite au groupe. Quant à mes yeux, pour les mêmes raisons, ils les perçurent certainement de couleur indéfinissable, mais sûrement pas sombre. Pourquoi me poses-tu cette question ? Si le duc Zagred me recherchait, je suppose que c'est la description qu'il donnerait. Je ne pouvais plus lui dire le secret de la forêt. Elle serait la 5e à le savoir, et je me trouvais bien jeune encore pour mourir. Oui, mais tu n'as rien à craindre, Morgane. Jamais il ne pensera que tu es ici déguisée en garçon. Pourquoi donc ? Car chez les transparents, et principalement pour le duc Zagred, jamais une fille ne passerait pour un garçon, et vice-versa. Il méprise les filles. Pour lui, elles ne sont sur terre que pour procréer, et certainement incapables de se faire passer pour un garçon. « Mais c'est ridicule !» m'écriai-je. « C'est un vrai mammouth, ce duc Zagred. » « Un mammouth dangereux, mais en garçon, tu es en sécurité, m'assura-t-elle. Je m'étais donc décrite au groupe, tel que mes kidnappeurs me virent dans la grotte. Je ne changeais rien au reste de mon rêve. Chapitre 6. Lulutte. Livre de Morgan. Quelques flocons de neige dessinaient l'air glacé et venaient mourir dans l'océan endormi, dans sa couleur argentée. La nature figée dans son manteau de froidure étouffait l'effervescence des préparatifs du village. « C'est mon premier Noël dans le pays de mes ancêtres, me dis-je pensive face à l'océan que je voyais par la fenêtre d'une salle de cours de maître Valda. En hiver, son ancienne classe était si humide et glaciale que même les os de ses squelettes s'entrechoquaient. Le bruit dérangeait les cours. Il a fallu déménager dans cette autre salle que je trouvais à mon goût. « Morgan, qu'en dis-tu » me chuchota Pierrick. « Laisse tomber, soupira Marc. Il n'a rien saisi. Il est encore dans son monde d'extraterrestre. »« Excuse-moi, Pierrick, je ne t'ai pas entendu. »« Difficile de parler plus fort. Maître Valda risque de ne pas être d'accord, » ironisa Marc. « Marc propose de passer quelques jours chez lui, pendant les vacances de Noël. Qu'en penses-tu » répéta Pierrick en ignorant la remarque de Marc. « Super. Et Myriam ? Elle est déjà au courant. Ça ne pose pas de problème, dit-il. Puisque les cours semblent vous captiver tant, messieurs Martillac, Minot et Calitram, lança froidement maître Valda, je vous demande de me faire un exposé sur aujourd'hui et le demain d'hier. Pour la rentrée. La leçon est finie. Livre de Pierrick. Après ce premier cours, Pierrick se rendit dans la salle des squelettes, l'aquarium sous le bras. Il avait observé les œufs devenir grands et se nourrir de feuilles de mûrier ramassées le long de la rivière El Ain. Ensuite, ces œufs se transformèrent en larves. Les plus vigoureux avaient éclos en premier. Ils mangèrent alors le double de leur poids. Ils entrèrent en léthargie en faisant un cocon pendant un temps. Après cet état de nymphe, ils subirent une autre étape, la transformation finale. Depuis une semaine, tous les scarazars en sont sortis. La porte de la salle des squelettes était entr'ouverte. L'intérieur était sombre et glacial.
Il sembla à Pierrick entendre et voir des mouvements dans les cages. Il frissonna. Il passa la tête dans l'entrebâillement et observa maître Valda penché sur une personne que le jeune homme ne put distinguer. Il lui parlait. Les premières paroles étant difficilement audibles, Pierrick s'approcha sur la pointe des pieds, en prenant garde de ne pas toucher à la porte qui, il le savait, grinçait désagréablement. Avec l'aquarium sous le bras, ce n'était pas si simple, et le temps qu'il y arrive, maître Valda avait fini, mais il put entendre les dernières phrases. « Il faut ouvrir l'œil », chuchota-t-il. « Il m'a averti que les recherches étaient infructueuses, que nous devrions être attentifs à la moindre chose inhabituelle. Cela risquerait d'être laborieux. » Il dut sentir une présence, car surpris, il se retourna brutalement et tonna. « Que faites-vous ici ?» Pierrick sursauta. « La punition » bégaya-t-il penaud. Il venait de voir la personne cachée par le grand corps du maître. C'était une femme naine, avec d'immenses yeux brillants, comme des miroirs qui concentraient et renvoyaient le peu de la luminosité du lieu. « Posez cet aquarium sur mon bureau et sortez d'ici. Je vous interdis de rentrer sans toquer, » hurla-t-il en poussant son élève hors de la classe et en claquant la porte derrière lui. Pierrick trouva sa colère excessive. Il en parla aux autres, qui convinrent que Valda était bel et bien un infect personnage. Livre de Morgan. À Paris, en période de Noël, c'était la folie. Toutes les vitrines étaient illuminées. C'était la course aux achats. La capitale ne dormait pas. Tout le monde fêtait ce jour, sauf Pepe Lamorozzo. Il disait que c'était un jour comme un autre, et peut-être pire qu'un autre, car les gens serraient plus leurs bourses. Le prix des cadeaux se payait au détriment de celui qu'on distribuait aux artistes de rue. Non, Pepe Lamorozzo n'aimait pas Noël. Je voyais tout le monde transparent s'agiter autour de moi. L'excitation de Pierrick, Marc, Alicia ou celui de Myriam me surprenait. Elle devenait contagieuse. Je me sentais presque pétillante. Le matin de la veille de Noël, Vamila me proposa d'aller faire les vitrines. Elle voulait qu'on soit toutes les deux sur nos 31 pour demain soir. Elle m'offrit une chemise blanche, non cintrée, aux manches bouffantes, mais je n'échappais pas à la veste. Elle me l'a choisie en satin moutarde avec des bords jaunes mat, sans manches, très chic. Pour elle, je lui conseillais une robe en soie bleu turquoise, longue, simple, près du corps, avec des manches serrées, longues en fine dentelle. Après nos achats, Vamila m'emmena prendre un thé dans un très bel endroit, un château. Nous étions assises face à une baie vitrée et pouvions voir le jardin hivernal, avec son étendue blanche, neigeuse, et ses immenses sapins, garnis de guirlandes lumineuses. Le thé servi dans des tasses fines qui teintaient d'un son agréable chaque fois que la tasse touchait la soucoupe, allait bien avec cette ambiance feutrée où les pas des clients et des serveuses étaient étouffés par une épaisse moquette couleur crème. Un monsieur vint alors à notre table. Il était grand, très maigre, les cheveux fournis et blancs, en pétard. Il dépareillait avec la mise classique de son tailleur 3 pièces, à la veste en queue de pie. Il salua Vamila d'un baise-main et je lui fus présentée. « Mademoiselle Beauvant, comment allez-vous? Seriez-vous de retour parmi nous ?»« Bonsoir, monsieur le comte, » dit-elle. Il parla de tout et de rien, posant questions et donnant les réponses. Son attitude et son monologue me parurent fous. Quand, enfin, il partit vers une autre table, je regardai Vamila. Elle me fit un doux sourire. « C'est le comte de la terre du milieu, le comte de Mautordu. Ce salon lui appartient. Il est bizarre, lui dis-je en évitant le mot fou. Oui, il a perdu la femme de sa vie en période de Noël. Il en était follement amoureux. Elle naquit en Inde, où il s'était connu, et le thé était sa passion. Il ne s'en est jamais remis. Il flotte entre deux mondes, celui de la raison et celui de la folie. Et dans ce salon de thé, c'est sa bizarrerie qui ressort. Il vit seul? Non. Il a un fils, Manu. Manu? Celui qui travaille au bistrot du coin? Celui-là même. Son père est comte? Oui. Comte et chef du conseil des décisions, précisa-t-elle. Chef du conseil des décisions? M'écriai-je. Oui. Bois ton thé, Morgane, me chuchote-t-elle, voyant que quelques clients se retournèrent. Il faudra bientôt partir. Noël, dans la cité médiévale, se fêtait en famille, mais aussi,
et en même temps en banquet de village. Les gens se réunissaient dans le sous-sol qui servait de salle de fête. Un immense sous-sol, avec plusieurs petites voûtes soutenues par des piliers de pierre qui créaient une certaine intimité. Le décor était lumineux et très chaleureux. Les habitants se regroupaient par quartier ou s'attablaient par famille, par affinité. Pour le repas, j'étais assise entre Dvamila et Sigon Meimoun. À côté, il y avait le comte et Manu. Ce dernier regardait sans arrêt la table de Myriam, dans l'alcôve attenante à la nôtre. À la fin du repas, je fus surprise de voir Sigon Meimoun se lever, son verre à la main. Le silence se fit instantanément. « Merci pour ce repas, chers habitants de la cité. Je vous souhaite un excellent Noël. Que la musique commence, dit-il. » Ce message fut transmis à toutes les salles par plein de Sigon Meimoun en 3 dimensions qui surgirent de chaque pilier des hologrammes. Une douce musique se propagea que les habitants, grands et petits, se mirent à fredonner. Je me levai de table. Euphémisme. Ne pouvant pas vraiment le faire, j'éloignai mon fauteuil. Je cherchais dans la foule Pierrick et Marc. Ils avaient chacun une couronne et soufflaient dans des langues de belle-mère qui se déroulaient jusque sous le nez des autres. « Viens, on va danser » lança Marc à Pierrick, et il disparut. « Il a aperçu Lily » me dit Pierrick, qui m'avait vu m'approcher d'eux. « Pourquoi Sigon Meimoun a-t-il pris la parole ?»« Parce qu'il est le Sigon de la cité, » me répondit-il. « Tu devrais le savoir, il est ton plus proche voisin. Il est le transparent le plus érudit et le plus fort de la cité. Il est un des sages de la Trinité. C'est un Sigon, quoi. » J'aurais reçu un coup sur la tête que je n'aurais pas été aussi assommée. Ainsi, ce vieux monsieur, que j'avais négligé tant de fois, était un des sages qui suscitait l'admiration de tous. « Bon, je vais te prêter un livre sur l'administration des transparents, Morgan. Tu ne peux pas continuer comme cela, » dit Alicia qui était tout près et qui avait entendu la réponse de Pierrick. « Oui, je veux bien, » lui dis-je un peu honteuse. « Je reviens, » lançai-je. Et je repartis vers notre table. Dvalmila écoutait le comte. Il était bien plus posé qu'au château. Je m'approchai d'eux et lui fis un signe. Elle vint vers moi. « Le Sigon sait que je suis une fille, n'est-ce pas ?»« Oui. » Elle leva les yeux sur moi. « Pourquoi ne m'avoir pas dit qui il est ? Il y a tellement de choses et tellement d'informations, Morgane. J'ai omis de te le dire. Que sait-il d'autre à mon sujet ? Beaucoup de choses. Mais je peux te certifier qu'il ne connaît pas ta mère. Le mieux, Morgane, est de lui poser la question directement à lui. » Une femme prit Dvamila par le bras. Je retournai pensive auprès de Pierrick et d'Alicia. « Ah, vous voilà !» s'écria Myriam. « Je vous ai cherché un moment. Ce repas est une vraie réussite. Je comprends maman quand elle me disait que je ne serais pas déçue. Où sont Marc et les autres ?» Ses yeux pétillaient de joie. Elle venait de danser avec Manu, qui approchait avec 2 verres remplis d'un liquide bleu fluorescent. « Tiens, Marc est là !» dit Pierrick en montrant Marc enlaçant Lily. Elle le repoussa en regardant effrayée en direction de ses parents. Ensuite, elle lui montra du menton un coin retiré et le quitta précipitamment. « Oh oh ! Les organisateurs ont mis nos chaises longues les unes à côté des autres. Comment l'ont-ils su ? C'est toi, Pierrick, qui l'a demandé ?»« Non, justement, on se demandait avec Marc que personne n'avait pensé le signaler, » répondit Pierrick. Je ne prononçai pas un mot, mais je devinai Sigon Meimoun derrière tout cela. Elvis nous accosta. Il paraissait furieux. Il murmura à Alicia de voir dans une direction derrière lui. Il la lui indiqua des yeux sans tourner la tête. Corinne et Janil se tenaient à côté d'un couple. La femme, légèrement en retrait de l'homme, portait un beau châle, couleur corail, qui recouvrait ses épaules, et un foulard brillant, couleur vanille. Il entourait gracieusement son visage. Corinne, elle, était voûtée, la tête baissée. Janil s'adressait seulement à l'homme. Janil est en train de dire à Monsieur Toulon, le père de Corinne, qu'il l'avait vu à l'école parler à un garçon pendant plus de 15 minutes. Sa voix tremblait de colère. « Où est le problème ?» répliquai-je. Il me regarda étonné. « Serais-tu contre les filles ?» me demanda-t-il. « Bien sûr que non. » Eh bien, le père de Corinne, lui, l'est. Tu veux dire que Corinne va être disputée car elle a échangé quelques malheureux mots avec un garçon plus de 15 minutes ? Je n'en revenais pas. Oui, et ce petit rapporteur de Janil le sait très bien. Qu'est-ce qu'elle risque ?
Son père ne peut pas la priver d'école, parce que je peux te garantir qu'il ne se gênerait pas. L'école est obligatoire pour tous, filles et garçons. Mais tu comprends que tous ne sont pas d'accord avec cette loi. Il peut très bien la placer ailleurs, dans une école non mixte, seulement pour filles, comme il s'en trouve à Montvu-la-Haute. Que pouvons-nous faire? Pas grand-chose pour Corinne, hélas, mais ce petit péteux, je me le réserve. Il me fit un clin d'œil et partit. Tard dans la nuit, allongée sur ma chaise longue, brouillonne à mes pieds, entre Myriam et Pierrick, j'écoutais la respiration des centaines d'adolescents endormis dans la grande salle. Chaque paire de chaussures était déposée autour de l'énorme sapin qui occupait le centre de la pièce et qui a su résister à toute la frénésie de la danse tribale des jeunes. Les adultes se regroupèrent ailleurs. Une envie pressante m'obligea à aller aux toilettes. J'y trouvai Elvis et Antoine. Quand ils entendirent mon fauteuil roulant, Elvis cacha ses mains derrière le dos. Il vit que c'était moi. Il me sourit et me montra un cadeau emballé dans un beau papier scintillant doré. « Une belle surprise de Noël pour notre chère Janil, » dit-il en s'appliquant à faire un joli nœud avec un ruban rouge. « C'est quoi ?» lui demandai-je. « Ah, tu verras bien. En fait, tu entendras d'abord, » précisa Antoine. Son crâne réfléchissait la lumière du plafond. De retour dans ma chaise longue, je sentis le sommeil m'envahir. Brouillonne, allongée à mes pieds, se redressa brusquement sur ses pattes avant et se mit à grogner. Un très léger sifflement la fit se lever. J'ouvris les yeux et, dans la clarté d'un matin qui se diffusait par les hublots, je vis la silhouette d'une petite personne. Une élève de première année, me fis-je la remarque, quand Brouillonne la rejoignit. Elle cessa de grogner et bougea la queue. Rassurée, je reposai ma tête sur l'oreiller et sombrai dans un profond sommeil. J'en fus tiré par le cri de Myriam. « Réveillez-vous, il est déjà midi, venez vite !» Il y a plein de cadeaux. En effet, sous les chaussures, les paquets brillaient dans leur papier. Ils se précipitèrent, mais personne n'ouvrit le sien. « On va chez moi ?» posa Marc. Je trouvai un petit paquet dans ma botte au moment de l'enfiler et un autre, encore plus petit et tout mou, dans l'autre. « Vamila m'aurait-elle offert quelque chose ?» me demandai-je. Je mourrais d'envie de les ouvrir, mais n'en fis rien. Comme les copains, je pris mes 2 cadeaux, les glissai dans la poche intérieure de mon manteau et suivis Marc. Leur contact me réchauffait le cœur. Je laissai mon imagination vagabonder. Qu'est-ce que cela peut bien être? Un livre? Suffisamment rigide, mais trop petit, le format. Un vêtement? Non, trop dur, trop petit. Je souris heureuse. J'entendis alors une explosion dans l'autre bout du souterrain, suivie d'un hurlement de douleur. Nous courûmes vers ce bruit et je vis une foule de jeunes entourer une personne. Nous avons mis un cadeau spécial pour Janil. Le papier était particulièrement beau. Quand il a ouvert le cadeau, il lui a explosé dans les bras et a projeté une fumée qui l'a aveuglé. Il a reculé et a atterri sur les genoux de Mylène, la grosse. Elle lui a asséné une gifle qu'il ne risquerait pas d'oublier, dit Elvis à Pierrick. Il rit pendant qu'on entendait Janil, essayant de se frayer un passage, crier afin d'échapper aux mains de la forte Mylène. « Bien fait pour lui !» dit Alicia qui nous avait rejoints avec son amie Sabine. « Corinne n'a pas dormi avec nous. Pourtant la veille, j'avais obtenu l'accord de son père. J'avais fait des pieds et des mains pour le convaincre et pour qu'il accepte que sa fille passe la nuit de Noël avec nous. Au dernier moment, ses parents ne lui ont pas permis à cause de ce qu'il venait d'apprendre. Bon. À plus, Sabine. Dommage que tu ne puisses pas venir avec nous, dit-elle. On y va ? La famille Minot habitait le quartier sud du village, à la limite de l'enceinte du mur. Le chemin de la salle des fêtes près du marché couvert au domicile de Marc était éprouvant, surtout en fauteuil roulant. Le froid eut le temps de nous frigorifier, mais Pierrick et Marc trouvèrent là l'occasion de faire une bataille de boules de neige. Myriam y participa, mais pas Alicia. Elle se cacha derrière mon fauteuil jusqu'au moment où Marc me lança une boule en plein visage. D'abord surprise, je pris plaisir à riposter. En me penchant de mon fauteuil pour saisir de la neige, je me retrouvai par terre. Je lançai autant de boules que j'en reçus. Bientôt une bonne couche me recouvrait. Au bout d'un long moment, d'une bataille inoubliable, Pierrick essoufflé vint me relever avant que je ne disparaisse enterré, me dit-il. À ce même moment, une bande d'adolescents fit son apparition.
Parmi eux, il y avait Janil, et je reconnus Bouboule, Coco et quelques gars du quartier ouest du marché rencontrés au lac. « Ils ne sont pas commodes », murmura Pierrick en m'aidant à m'installer sur mon fauteuil. J'époussetai mes vêtements tout en les voyant approcher. Ils avaient un air mauvais. De suite, Marc, Pierrick, Myriam et Alicia se mirent en position de combat. Je poussai mon fauteuil sur la même ligne qu'eux, face au groupe adverse. Quand les copains de Janil furent assez près, ils attaquèrent. Janil commença. Il leva la main dans notre direction et une nuée de morceaux de glaçons, tranchants comme des rasoirs, vinrent obscurcir notre vue. Rapide, Pierrick matérialisa devant nous un mur brûlant. Les bouts de glace fondirent à son contact. Coco esquissa un geste, mais Alicia le contra si vite que l'énergie orange qu'il envoya se retourna sur lui. Ses cheveux poussèrent et tournèrent sur eux-mêmes comme des hélices. Coco, emporté, se mit à valser comme une toupie, à grande vitesse, sur lui-même et sur place. Le groupe s'approcha de nous. Les énergies fusèrent de toutes parts. Ils étaient 7 en plus de Coco inoffensifs. Nous commençâmes à avoir quelques difficultés à les maîtriser. Soudain, une énorme onde de choc nous secoua les pieds. Instantanément, nous nous trouvâmes tous à terre. « Rentrez chez vous de suite, et que je ne vous vois plus traîner dans les parages !» dit un homme d'une voix forte et autoritaire. Il tenait debout un long bâton. Il venait de sortir d'une rue transversale à celle du combat. Il était en uniforme vert kaki, grand et très fin. Il baissa sa capuche et je reconnus M. Sauterne, le voisin de Dvamila. Le groupe adverse se dispersa rapidement. Nous ramassâmes nos cadeaux et nous reprîmes notre route, laissant l'homme sur place. Au bout de quelques dizaines de mètres, quand nos tremblements se calmèrent, Marc dit « C'était M. Sauterne, un collègue de maman. »« On peut dire qu'il est arrivé à temps, » dit Myriam en soufflant. « Oui, cela fait partie de son métier, » dit Pierrick. « Ah oui ?» demandai-je. « C'est un chevalier du 3e cercle, Morgan. Leur uniforme est magnifique, tu ne trouves pas ?» s'exclama Marc, admiratif. « Si, j'adore. Ça y est, on est presque arrivé. » s'écria Alicia en montrant un amas de 2 bâtiments et d'un hangar ouvert. La maison était une vieille ferme avec des murs de galets, de vrais galets, comme ceux des plages qui bordent la mer Méditerranée. Pépé m'en avait ramené un à son retour d'un voyage à Nice. Pendant cette absence, il m'avait confié à Chouhaï. Perpendiculaire à cette maison, il y avait une immense bâtisse, avec les mêmes murs, mais avec une double grande porte ouverte et une petite porte à l'étage du dessus. J'entendis le bêlement de moutons, ainsi que le piétinement de sabots. C'était une grange. Elle était bien plus vaste que celle de Dvamila, qui était en bois et qui abritait Condorcet et un tas de bassines en plastique pour ramasser les olives. Nous franchîmes le seuil de la maison. Dans le hall sombre, nous nous débarrassâmes de nos gros manteaux mouillés, ainsi que de nos bottes et nos cadeaux. « Fermez la porte, les enfants, le froid rentre !» cria une voix cristalline. Marc nous présenta d'épaisses chaussettes. Nous les enfilâmes. Les miennes étaient trouées. Alicia entra dans la cuisine. C'était une grande pièce avec une immense cheminée qui occupait une bonne partie du mur. Un bon feu de bois grondait et une douce chaleur se répandait. Des bûches étaient amoncelées dans une cavité à gauche de la cheminée. À droite débutait le potager de la cuisine, garni d'un panier de choux. Au milieu de la pièce, sur un grand canapé, était assise Madame Minon. « Bonjour, maman », firent Marc et Alicia qui embrassèrent leur mère. « Bonjour, mes chéris », dit une femme petite mais robuste. Elle donnait un biberon de lait à un agneau qui était sur ses genoux. Ses longs cheveux blonds et bouclés étaient tenus en une simple queue de cheval. Elle portait un pull rouge et un pantalon jogging de maison. « Il est né cette nuit, » dit-elle tendrement. « Sa maman est terriblement fatiguée. Le vétérinaire est dans la grange avec votre père. » Elle releva des yeux là et nous fit un gentil sourire. « Je finis là et vous rejoins dans la cuisine. Vous pouvez vous préparer un solide petit déjeuner. » On entendit le bruit de succion du bébé qui tirait sur la tétine du biberon. « T'inquiète, maman, » répondit Marc en faisant une caresse à l'agneau. « Je m'occupe du petit déjeuner. Tu veux boire un café ? » ?»« Oui, mon chéri, s'il te plaît. »« Oh, maman, il est trop mignon !» s'écria Alicia en câlinant le bébé mouton. « Oui. » Elle releva les yeux. « Il se régale. Il a bientôt fini. » Elle les dirigea vers Pierrick, Myriam et moi.
Elle les avait bleus myosotis, comme ceux de Marc. « Maman, tu connais Pierrick. Myriam et Morgan sont dans la même classe que Marc. »« Bonjour, fit-elle en se levant. » Elle déposa l'agneau, qui s'était endormi dans ses bras, sur une couverture à côté de la cheminée, et quitta la salle. J'étais aussi émue qu'Alicia de voir une petite boule de bouclette de laine. Au-dessus de moi, sur l'encadrement, un objet se mit à biper. « Bizarre !» dit Alicia en appuyant sur un bouton. Le bruit s'arrêta. « C'est la première fois qu'il fonctionne. » Devant mon air interrogatif, elle précisa. « C'est un détecteur de luminosité énergétique, très pratique pour un agriculteur ou un éleveur comme papa. » Elle leva les yeux au plafond. « Mais maman y tient. C'est le cadeau d'un client. » Elle fit une grimace comique. « Où est papa ?» demanda Marc. « Avec le vétérinaire, dans le garage, » répondit madame Minot, qui réapparut. L'odeur du pain grillé me rappela ma faim. Marc déposa pour sa mère une tasse de café fumante sur la grande table de la cuisine et en face une tasse pour moi. Madame Minot s'installa. « Maman, nous avons croisé monsieur Sauterne, » remarqua Marc, la bouche pleine. « Ah oui ? Pauvre homme, dehors un matin de Noël. Comment va-t-il ? » « Pourquoi tu dis ça, maman ? » demanda Alicia. « Il ne rencontre que des ennuis ces derniers temps. Il reçoit sans cesse des lettres au boulot. On lui écrit quoi ? On insulte sa compagne, Eva, qui fait partie de l'association ni répertoriée ni soumise. On le traite de chiffre-molle, et les lettres deviennent de plus en plus agressives. Du coup, Eva a préféré le quitter. « C'est insensé !» Le ton de Marc était révolté. « Oui, pauvre homme, répéta-t-elle. Qui le menace ? Ce sont des lettres anonymes, tu penses bien, répondit la maman en soufflant sur la tasse. Elle reviendra, dit Pierrick avisé. Je ne sais pas, je l'espère pour eux deux. C'est quoi cette association, demandai-je. L'ami de M. Sauterne appartient à l'association ni répertoriée ni soumise. Celles qui y sont affiliées ne se marient jamais. Quand une femme refuse de se marier, son nom n'apparaît pas en lettres d'or sur les registres de naissance de sa progéniture. Ainsi, les lignées ne se dévoilent pas, m'expliqua madame Minot. Voilà, pensai-je, c'est ça, l'incognito de ma mère. Elle n'a pas épousé mon père. Peut-être appartenait-elle à cette association ? Nous étions attablés, mon chocolat chaud était délicieusement bon. Je voulais qu'elle continue à me renseigner. Pourquoi était-ce si important à ces femmes de cacher leur affiliation ? Mais je sentis un courant d'air frais dans le dos. Deux hommes entrèrent. Le papa de Marc était grand et fort. Une armoire à glace, aurait dit Pépé. Il était blond, les cheveux très courts. Il alla se laver les mains dans l'évier. « Un bon verre de vin chaud, qu'en pensez-vous, Daniel ?»« Ce n'est pas de refus, Gérard, » dit le vétérinaire, un homme pas moins grand, une peau si basanée que je la crus noire. « Joyeux Noël, les enfants !» lança-t-il à la cantonade, gaiement. « J'ai eu peur qu'on perde Gambade, mais grâce à Daniel, elle s'en sortira, » dit Gérard Minot. « Je reconnais Pierrick, » et il lui fit un signe de la main, « mais pas les autres. »« Joyeux Noël, papa, voici Morgan et Myriam, » répondit Marc. « Bonjour, monsieur, joyeux Noël. Vous n'avez toujours pas ouvert vos cadeaux ? Moi, même à votre âge, je ne savais pas attendre. Je l'ouvrais dès que je l'avais dans les mains. » Je regardais ses immenses mains aux ongles très courts. « Eh bien, » dit en se levant Marc, « je crois que nous allons suivre ton exemple, papa. » Sa chambre se trouvait au rez-de-chaussée, un vrai bazar. Il y avait un petit konchou accroché au plafond ainsi qu'une suite alignée de photos encadrées. « C'était mon premier konchou, » dit-il à Myriam qui s'était approchée du mur. « Je devais avoir 2 ou 3 ans quand mes parents me l'offrirent à Noël. Je me rappelle encore mon bonheur en le sortant de son papier cadeau. Ça, il montra le premier cadre du haut, c'était le premier prix pour notre première course. Tu te souviens, Pierrick ? On était en maternelle. Ensuite, il y a eu plein d'autres. » Son doigt indiqua les autres prix encadrés. Un grand sourire éclairait son visage. « Bon, on les ouvre, ces cadeaux ?» dit Alicia en déchirant le papier du sien, impatiente. C'était un parfum dont elle s'aspergea. Il était légèrement sucré. Elle reçut aussi un livre qui traitait de pratiques énergétiques interdites. Myriam eut des gants de cuir anti-feu et un micro pour s'enregistrer. Elle disait souvent qu'il lui fallait nous enregistrer. À partir de maintenant, cela serait possible. Pierrick eut un nécessaire de rasage très élégant,
ainsi que des chaussures anti-feu. Marc aussi reçut une trousse de rasage et une cagoule anti-feu. Quant à moi, c'était un objet, une fine plaque en cristal de la taille de la paume de ma main. « C'est un contact », me dit Alicia qui me le prit des mains. « Tu peux entrer en relation avec tous ceux qui en ont un. » « Comment fait-on ?»« Je ne sais pas exactement. Il va falloir le demander à la personne qui te l'a offert, » me répondit Alicia d'un air dépité. « Tu as un autre paquet. C'est tout mou. » Elle me montra le tout petit cadeau que j'ouvris. « Ben, c'est quoi ?»« Une lettre. Il est écrit « Regarde le fond de ton galurin. » Bizarre, non ? Marc alla le chercher dans la poche de ma veste que j'avais accrochée dans le hall d'entrée et me le tendit. « Je ne vois rien de spécial, » dit-il. « Moi non plus, » ajouta Alicia en me le prenant des mains. « Je sais ce que c'est, » s'exclama Pierrick d'un air ébloui. « Ouais, une casquette » lança Marc excédé. « Pas n'importe quelle casquette, » chuchota-t-il fasciné en la tournant dans ses mains. « Regardez, des calligraphies chinoises sont bordées au fond. C'est un voyageur d'espace, » déclara-t-il avec une admiration sans borne. « Qui te l'a offert ?» Ils s'en approchèrent pour mieux la voir. « Je l'ai toujours eue. J'ai commencé à la porter quand elle ne me tombait pas de la tête. Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire ? Quand tu la mets et que tu fermes les yeux en pensant à un lieu, ton regard y est transféré, » expliqua-t-il. « Tu peux même nous y entraîner tous si nous nous tenons par la main. »« Comment tu sais ça ?» dit Alicia, surprise de ne pas connaître ce qu'est un voyageur d'espace. « Je lis une série. Ce sont des carnets autobiographiques d'un filtreur investi. Le héros décrit très bien son voyageur. Ces signes chinois sont caractéristiques de ces casquettes-là. »« Tu crois vraiment que c'est un voyageur d'espace ?» dis-je en la reprenant avec presque de la crainte. « Le mieux est que tu l'essayes. »« Oui, mais comment ? » ?»« Il faut, pour commencer, penser à un lieu pas trop éloigné, que tu as déjà visité, » suggéra Pierrick. « Que dites-vous si je vous invitais chez Dvamila ?» lançai-je. « C'est peut-être un peu trop loin pour un début, » dit Pierrick. « Allons dans ma chambre, et de là on regagnera celle de Marc, » proposa Alicia. « Tu sais que parfois tu m'épates, » se moqua Marc en lui tapotant l'épaule. « Merci, moi-même je n'en reviens pas, » ricana-t-elle. La chambre d'Alicia au premier étage était bien mieux rangée. Il y avait des piles de livres et quelques posters d'hommes et de femmes connus pour leur sagacité, dont le Sigour Maïmoun, ainsi que l'affiche d'une femme vieille et austère, avec un chignon en forme de banane, comme celui de Maître Sandoroku. « C'est Maître Alpha ?» remarqua Myriam, devant le panneau de la vieille dame. « Maître Alpha ?» m'écriai-je surprise. « Ce n'est pas un homme ?»« Non, » répondit Alicia. « C'est ce que pensent la plupart des gens, mais non. Elle fut déclarée par son père, qui souhaitait si fort avoir un garçon qu'il lui donna le nom d'Alpha au lieu d'Alfie. Elle garda ce prénom, ce qui lui avait créé un tas de problèmes. « Comment tu sais que c'était elle sur ce poster ?» dit-elle en se tournant vers Myriam. « Ma mère a conservé l'article qui avait annoncé sa mort. Il y a sa photo. Mon père avait surpris le secret du complot qui tramait sa mort. Sa voix était grave. Malgré tous ses efforts, il ne put rien faire. Ton père aussi, Morgan, était au courant de ce complot. Hélas, il mourut en voulant sauver Alpha. » Elle se tourna vers moi et me tendit la main. « Tu la mets, cette casquette ?» Je l'enfonçai dans ma tête, pris sa main. Elle donna son autre main à Pierrick, qui fit pareil avec Marc, qui tenait sa sœur, qui me prit mon autre main. Le cercle fut bouclé. Je fermai les yeux et pensai très fort à la chambre chaotique de Marc. Je sentis une force tourbillonnante m'arracher du sol. Je faillis lâcher la main de mes camarades. Je me retrouvai flottant dans les airs au milieu de la chambre de Marc, libre et légère. Nous n'étions pas matérialisés, mais nous pouvions nous entendre. « Incroyable ! T'imagines un peu tout ce que tu peux faire avec ça ?» s'écria Marc ébloui. « Cela peut être surtout très utile pour surveiller Bichon, » remarqua Alicia qui serrait ma main à me faire mal. « Bichon ?» s'exclama Myriam. « Oui, » précisa Alicia. « J'aimerais bien retrouver mon corps si ça ne vous dérange pas. » Je refermai les yeux et pensai très fort rejoindre nos corps. Mélanie Bichon est la jeune fille qui ressemble le plus à la description faite par Morgan de l'étage dont j'étais chargée, continua Alicia, plus à l'aise dans son corps. J'ai su qu'elle était à Paris pendant l'été.
Moi aussi, j'ai trouvé quelqu'un, et même 2 jeunes filles qui répondent à la description. Elles s'appellent Stéphanie et Eva. Et pareillement, j'ai appris qu'elles étaient à Paris, dit Pierrick. Le problème devient plus dur. Car moi aussi, j'ai trouvé quelqu'un qui ressemble à la description que tu as faite. Elle s'appelle Ingrid, dit Marc, et il ajouta plus bas. Et elle est superbe. Bon, cela fait 4 personnes à surveiller. Il est vrai que le voyageur d'espace nous sera d'un grand secours, conclut Pierrick. Oui, cela fait quand même 4 élèves à espionner 24 heures sur 24. Ce serait difficile, presque impossible, avec nos cours, soupira Marc. Oui, mais pas pour longtemps, remarqua Alicia. Bientôt, nous leur demanderons leur date de conception, et là, on aura certainement un nombre moins élevé. Peut-être que nous n'avons pas besoin de les surveiller tout le temps. À votre avis, qui de l'école peut kidnapper une jeune fille pour le compte du duc ? Questionna Myriam. Commençons par éliminer les personnes dont nous sommes sûrs, celles qui ne risquent pas d'être à la solde du duc Zagred, suggérai-je. Tu as entendu des voix d'hommes, Morgan. On guettera donc les enseignants hommes. S'ils ont des complices femmes, on finira bien en les filant par le découvrir. Je propose de ne pas quitter ces filles pendant leurs cours avec les maîtres hommes et tous ceux qu'elles peuvent côtoyer dans le village en dehors de la famille. Surveiller leur visite chez l'infirmier, précisa Myriam. Au comte Chouki, l'entraîneur de l'équipe des Rouges, il commence à accepter des filles. Celui des Bleus n'accepte pas de filles. Leur entraîneur n'est donc pas concerné, dit Alicia. Il faut être vigilant pour tous les instants. Maître Brice et maître Tugdual sont à l'école depuis un certain nombre d'années. Ces maîtres-là ne cherchent pas à se faire apprécier des filles, ce qui n'est pas le cas de maître Valda et de maître Chevima. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais maître Valda est infect avec les garçons, et plus conciliant avec les filles, fulmina Marc. C'est quand même louche. Ça peut être un très bon moyen pour endormir la méfiance d'une élève. Quant à maître Chevima, toutes les adolescentes se pâment dès qu'il apparaît. Alicia jeta un rapide regard complice à Myriam. Maître Chevima enseignait l'alchimie. Elle le trouvait magnifique. « Savez-vous que ce sont tous deux de nouveaux profs ?» affirma Alicia. « De nouveaux profs ?» répétai-je. « Oui, oui. Et je peux même te dire que maître Valda a été nommé qu'au dernier moment, juste avant la rentrée des classes. Son prédécesseur avait quitté le camp très soudainement, précisa Alicia. « Je dois vous dire quelque chose, » dit d'un air tout contrit Myriam. « Ma mère était une amie de la famille Valda. Lorsque nous sommes arrivés au village et qu'elle a su que c'était maître Valda, notre maître du temps, elle a paru inquiète. Quand je lui ai posé la question, elle ne m'a rien dit, mais je l'ai vue retirer des papiers d'une boîte en fer, qu'elle ne sortait que de temps en temps et en cachette. C'est une boîte pleine de photos et de souvenirs. C'est là que j'avais lu l'article sur maître Alpha. Dernièrement, je voulais retrouver une photo de mon oncle Franck pour la lui offrir avec son cadeau de Noël. Je me rappelais en avoir vu une le représentant quand il était petit et où il était avec mon père et mon grand-père. Ma mère absente, je suis allée fouiller dans la boîte en fer. J'ai trouvé 2 vieux articles de journaux, l'un daté de plus de 11 ans et l'autre plus récent, daté d'environ 6 ans ou 7 ans. « Qu'est-ce qu'il disait ?» demanda Pierrick. « J'allais vous en parler, mais j'ai oublié. Avec tous les préparatifs. »« Myriam, que disaient ces articles ?» questionna Marc avec impatience, surpris de la réaction de la jeune fille qui faisait une montagne de si peu. Après tout, ce n'était qu'une histoire de quelques heures. Les 2 articles accusaient maître Valda du kidnapping d'une petite fille de 3 ans, il y a de cela 11 ans, et l'autre article mentionnait une petite fille de 4 ans, il y a environ 6 ans. La nouvelle nous laissa tout perplexes. « Est-ce que la directrice est au courant de ça ?» questionna Alicia. Les regards de Marc et d'Alicia se tournèrent vers Pierrick. Je me demandais bien pourquoi. « Je suis sûre que grande cousine est au courant de ces kidnappings, » répondit-il aux interrogations muettes. « Ta grande cousine ?»« Oui, la directrice Hassanier est la cousine germaine de ma grand-mère maternelle et la jeune sœur d'Alpha, » déclara-t-il d'un air presque pompeux. « Je ne la croyais pas si vieille, songeai-je, et à voix haute. Hassanier et Alpha étaient sœurs ? Oui, et je pense qu'Hassanier est au courant, car j'avais vu ma mère sortir de son bureau au camp le second jour de l'inscription, alors qu'il n'y avait pas lieu qu'elle y soit, dit Myriam. Comment accepte-t-elle un voleur de petite fille dans son école ? S'exprima avec consternation Alicia.
Je t'avoue que je n'en sais rien. De toutes les manières, nous connaissons maintenant notre kidnappeur, confirma Marc. Il serait donc le complice du duc Zagred? Je vous avais dit que je l'avais surpris, au moment où j'avais rendu l'Escarazar, avec une affreuse naine aux yeux globuleux. Il chuchotait qu'il fallait être vigilant et prêt à intervenir. J'avais trouvé ça louche qu'ils s'énervent si fort pour si peu quand je les avais découverts. Néanmoins, nous n'avons pas suffisamment de preuves pour ne surveiller que Valda, dit Pierrick. Il y a aussi maître Chevima, et je pense bien que Mélanie suit des cours d'alchimie. Bon, ça va être rude, s'exclama Alicia. Il faudra tous s'y mettre, mais à tour de rôle. Commençons par nous renseigner sur les dates de conception. Ensuite, nous récolterons leur heure de cours avec les différents maîtres hommes. Quand j'aurai toutes les informations, je ferai un emploi du temps pour savoir à quel moment et qui doit prendre ma lulute. « T'as quoi » grimaça Marc. « Ma casquette. Je lui ai choisi ce prénom, Lulute. C'est plus chouette, non ?» lançai-je. « Ta Lulute, c'est nul. Il te faut une copine de toute urgence, oui ?» émit Marc, oscillant la tête de droite à gauche, l'air désolé. Je le fusillai du regard, mais ne trouvai aucune riposte. De retour chez Dvamila ce soir-là, je lui demandai si le contact était son cadeau de Noël. « Oui, il te plaît ? Comment je l'utilise ? Tu dis « contact, ouvre-toi » sur le nom de la personne que tu souhaites voir. L'image de ton interlocuteur se forme en 3 dimensions sur le cristal. Tu peux alors parler. Une fois la communication terminée, tu dis « contact, ferme-toi ». Tu peux faire un essai avec moi. Oui, mais avant cela, il faut que je vous dise, Dvamila, mon galurin est un voyageur d'espace. Surprise, son visage devint rouge pour virer au jaune. Comment l'as-tu appris ? C'est Pierrick qui me l'a dit. Je tus le fait que c'était le petit mot d'homme à chaussures qui nous avait mis la puce à l'oreille. Je ne m'étais pas demandé de qui cela pouvait venir. Maintenant, oui. Qui voulait que je sache ? Elle tendit la main pensive et me la prit des mains. Elle la tripota un instant. Cette casquette appartenait à ton père, Morgane. Il se déplaçait beaucoup avec, souvent pour ses missions. Elle se détourna, posa Lulute sur la commode et me dit tout en saisissant un objet. « C'est mon contact. Tu veux qu'on essaie le tien ? » ?»« Oui, très bien. Va dans ta chambre. Je reste là, » me proposa-t-elle. J'allais partir, mais je me suis rappelé ma casquette. Je passai devant Dvamila pour la prendre et là, à sa hauteur, je sentis comme une onde repoussante. Elle avait envie que je l'oublie, que je ne la reprenne pas. Surprise, je lui jetai un coup d'œil, mais elle ne fit rien de plus. Je saisis Lulute et allai dans ma chambre. Je dis « Contact, ouvre-toi sur Dvamila ». Alors je vis avec intérêt la surface lisse du cristal onduler pour former en relief son visage. Il était sans couleur. Ses lèvres bougèrent et murmurèrent avec résignation. « Ta casquette peut être une arme à double tranchant. Je ne peux pas te la confisquer. Elle t'appartient. Fais attention à toi. » Livre de Marc. Pendant ses vacances de Noël, Marc voyait tous les jours Pierrick, Myriam, Manu et Morgan. Il croisait parfois le regard lumineux de bonheur de Morgan et chaque fois cela le surprenait. Depuis qu'il avait entendu Morgan appeler son cadeau Lulute, il se promit de lui trouver en urgence une petite copine. Il fit une liste des éventuelles filles qui pourraient faire l'affaire et en parla même à Lily. Cette dernière lui certifia que, handicapé, Morgan ne risquait pas d'en avoir. Déçu, Marc n'insista pas, mais en lui-même il se disait qu'en amour, rien n'était insurmontable. Il décida de continuer à chercher, mais seul. Livre de Morgane. À la rentrée des classes, Alicia sut sympathiser avec Mélanie, Ingrid, Eva et Stéphanie. De suite, nous éliminâmes cette dernière, car elle louchait. Légèrement, certes, mais cela se voyait quand même. Eva aussi fut écartée. Elle n'était pas conçue le 28 août. Elle recueillit donc les heures de cours de Mélanie et d'Ingrid, avec maître Valda, maître Tugdual, maître Chevima et maître Brice. Aucune ne faisait de Konchouki. Cela nous évita d'espionner l'entraîneur de l'équipe des Rouges. Mélanie et Ingrid ne se ressemblaient pas, sauf si on les regardait entre chien et loup. Elles avaient toutes deux une silhouette et une chevelure similaires. La couleur des yeux de Mélanie tirait vers le vert kaki. Celle d'Ingrid était bleu-gris. Leurs heures de cours en main,
Je fis un emploi du temps pour utiliser à tour de rôle le voyageur d'espace afin de surveiller de près les deux jeunes filles. Nous décidâmes de ne le faire en dehors de l'école que si un nouvel habitant suspect ou une personne de passage venait dans la cité. Elle était vaste, certes, mais les nouvelles allaient vite. Nous étions tout ouïs au potin et notre présence régulière au bistrot du coin était d'un grand secours. C'était donc confiant que nous reprîmes les cours. Le maître du vent, maître Brice, nous avait demandé de nous entraîner tous les soirs avant de dormir à méditer 1 heure et d'augmenter ce temps afin d'apprendre à accroître notre concentration. Malheureusement, dans mon lit, quand j'essayais de méditer, je me retrouvais le lendemain matin sans aucun souvenir d'une seule seconde de recueillement. Je ne me rappelle jamais mes moments de méditation, avouai-je un matin à Alicia, alors que nous déjeunions dans le réfectoire. Elle mangeait de plus en plus souvent avec nous. Pierrick, Marc et Myriam prenaient leur petit déjeuner en silence, encore endormis. « Moi non plus, » dit Marc en bâillant. « Je ne pose pas la tête sur l'oreiller que déjà je suis dans les bras de Morphée. »« Qui est celle-là » demanda Myriam l'air surpris. « La déesse du sommeil, » répondit Marc aussi surpris. « Je parle de la personne derrière toi, » répliqua-t-elle agacée. Une naine venait en effet de franchir le seuil de la salle de restaurant. « C'est Madame Gabon, de surnom Gabène, » souligna tranquillement Alicia sans se retourner. « Tu veux dire que ce crapaud est marié ?»« Faut croire que oui. Il a trouvé chaussure à son pied. Elle est aussi teigneuse que lui, » assura la sœur de Marc. « C'était, » s'écria Pierrick, « la femme que j'avais vue avec Valda le jour où je lui avais remis ma punition. Je vous avais répété leur échange. Vous vous rappelez ?»« Oui, » dit Alicia. « J'allais vous révéler que c'était elle, mais comme j'avais entendu maman dire à papa que Madame Gabon n'était pas là, mais en mission, envoyée par le Sigon, j'hésitais. Quoiqu'il n'existe qu'une seule personne naine avec des yeux aussi lumineux. Pourquoi maman se préoccupe de Gabène ?» questionna Marc. « Je n'en sais rien. Demande-le lui. J'espère qu'on ne l'aura pas trop sur le dos, comme son mari. Détrompe-toi. Elle était absente un moment, mais maintenant qu'elle est de retour, je te conseille de ne jamais chuchoter et même penser un secret. Déjà ce matin, je l'ai rencontrée fouillant les douches, » dit Alicia d'une voix à peine audible. C'était peu dire. Madame Gabon était souvent perchée sur un escabeau pour astiquer les gargouilles en bois, servant de bougeoir. Elle allumait et éteignait tous les jours les bougies de presque tous les candélabres. Comme ils éclairaient tous les couloirs et toutes les salles, Madame Gabon surgissait de tous les coins et les recoins de l'école à tout moment de la journée. Une fois, je la vis même disparaître pour réapparaître un peu plus loin. J'en déduisis qu'il devait y avoir des passages secrets. Une autre fois, il me sembla l'entendre parler avec Nécrache, la gargouille la plus hideuse du camp, qui se trouvait devant la salle des squelettes. Depuis que je savais Lulutte voyageuse d'espace, je prenais plaisir à voyager. Allongée sur mon lit, je mettais ma casquette. Je pensais à un lieu, fermais les yeux, et là, je me retrouvais transportée dans ce même lieu. Souvent, c'était dans les couloirs du camp. Ainsi, je m'en faisais le plan mentalement. Il m'a fallu bien plus d'1 mois entier pour me faire une petite idée de ce labyrinthe. Je savais situer la partie domestique de tous les maîtres, mais impossible de trouver celle de Valda. Cependant, c'était lui, Gabon et sa femme, que je croisais le plus souvent dans les couloirs. À mon approche, le couple cherchait des yeux dans la direction de mon emplacement mental. J'avais l'impression pénible qu'il sentait ma présence. Valda, lui, s'immobilisait pour inspecter autour de lui et arrêter son regard sur moi. Je retenais ma respiration. Avait-il un moyen de deviner ma présence mentale ? La première fois qu'il eut cette attitude, je pris peur et retournai très vite dans mon corps. La deuxième fois, je le fis aussi, mais en prenant mon temps, espérant qu'il serait distrait ou regarderait ailleurs. Non. Pendant tout ce temps où j'avais hésité à rejoindre mon corps, Valda resta immobile et comme attentif à quelque chose dont je n'avais aucune idée. Le lendemain matin, j'en parlais au groupe. Pierrick, pour obtenir une réponse, envoya un message à sa grande-tante Gwenaëlle. Alicia se replongea dans ses livres et moi, je contactai Dvamila avec le contact. Ce fut la première fois que je le fis après l'essai du jour où elle me l'avait offert. Elle m'apparut en relief, à l'arête carrée en premier, ses larges mâchoires bordant l'écran. « Bonjour Dvamila !» Ses lèvres firent un grand sourire. « J'ai utilisé la casquette voyageuse d'espace. » Elle attendit. «
Pourriez-vous me dire si une personne peut détecter notre présence mentale ? Bonjour, Morgan. J'espère que tu ne commets pas trop d'indiscrétions. Non, ne vous inquiétez pas. Si la personne que tu surprends ou que tu espionnes est seule, elle peut deviner ta présence et découvrir ton identité. Sois prudente. Cette idée de transmentalisation ne lui plaisait pas. Elle aurait bien aimé me confisquer Lulutte, le jour même où elle l'avait vue à Paris. D'ailleurs, j'avais trouvé bizarre qu'elle ne l'ait pas fait le jour où j'ai su que c'était un voyageur d'espace. J'appris par la suite que la grande-tante de Pierrick lui avait donné la même réponse quant à la détection d'un transmentalisé, mais en précisant qu'il existait une exception, mais si peu probable qu'elle n'ajouta rien. Alicia, assise sur le canapé du petit salon, ouvrit le manuscrit qu'elle serrait sous son bras pour nous lire, au premier quart de son épaisseur, un passage. Les pages étaient jaunes et quelques-unes déchirées par endroits. Quand le filtreur investi l'utilise, le livre parle de la casquette voyageuse d'espace, précisa-t-elle. Il choisit un moment et un lieu dont il pense trouver plus de 2 personnes. L'espionné ne doit pas être seul, car si c'est le cas, il pressentirait la présence d'une énergie, celle du transmentalisé, qu'on appelle aussi aura. Elle releva les yeux pour nous regarder, attendant un commentaire. Ne voyant rien venir, elle tourna un paquet de pages pour ouvrir le livre aux 3/4 de son épaisseur. Alors l'espionné souffle sur le nuage de poudre qui, en se déposant, dévoile et emprisonne l'aura. Le transmentalisé détecté ne peut plus rejoindre son corps. Il ne retrouve sa liberté qu'une fois identifié par l'espionné. Ensuite, elle ouvrit son livre presque sur les dernières pages pour nous lire. Seule l'aura de particules extrêmement fines ne peut être détectée. « Bon, nous savons maintenant à quoi nous en tenir, » dit Myriam. « Non, pas tout à fait, » pensa tout haut Pierrick. « Et si le transmentalisé n'est pas identifié ?» Il se retourna vers nous et nous reposa la question. « Que devient le transmentalisé emprisonné si la personne espionnée ne trouve pas son identité ?»« Attends, je viens de lire quelque chose là-dessus, » répondit Alicia en feuilletant le livre. « Ah voilà. Le transmentalisé ne peut pas être séparé de son corps plus de 3 heures. Au-delà, il risque la folie. Bon, si je comprends bien, il ne faut surtout pas transmentaliser pour espionner une personne seule, » conclut Marc. Nous hochâmes tous la tête. Nous guettions sans relâche Ingrid et Mélanie pendant leur cours avec les professeurs hommes. Nous prétextions toujours, à tour de rôle, une envie pressante pendant nos cours et transmentalisions dans les toilettes. C'était principalement Valda qu'on surveillait dès qu'on savait les 2 jeunes filles avec lui. Nous prenions soin de ne pas le faire quand il était seul. Livre de Marc. Lors d'une transmentalisation, Marc rencontra dans les couloirs Maître Valda, Maître Chevima et Maître Sandrecou. Ils discutaient tous 3 de Mélanie. Maître Chevima disait d'elle qu'elle avait des facilités à apprendre l'alchimie. Quand ils se séparèrent, Marc oscilla entre suivre l'un ou l'autre des 2 hommes ou retourner à son corps. Au bout du couloir, Maître Valda sembla hésiter avant de prendre une direction. Son attitude suspecte attira l'attention de Marc. Ce dernier décida de suivre le maître du temps. Valda se dirigea vers l'infirmerie. Il marchait rapidement, jeta un regard aux alentours et entra furtivement dans le cabinet de consultation. Il envoya un rayon qui rendit le bois du bureau transparent. Il ouvrit le tiroir du meuble en faisant fonctionner la serrure sans même la toucher. Sortit un dossier de plusieurs feuillets. Chacun était une liste des élèves qui avaient passé un séjour en contact avec des opaques. Il s'arrêta plus longuement sur un feuillet et se mit à lire son contenu. Marc put voir qu'il s'agissait de la liste écrite en rouge des jeunes filles qui se trouvaient à Paris le mois d'août. Il y avait inscrit en vert le nom d'une potion qu'il fallait leur administrer. Seulement, Maître Valda semblait préoccupé. Sa lecture ralentit et Marc pressentit qu'il fallait quitter l'endroit avant d'être repéré. Quand Marc rapporta aux autres cet événement, Alicia supposa « Il connaît maintenant le nom de celle qui était à Paris en août. Je pense qu'il proposera quelque chose à ses filles, peut-être des heures supplémentaires. Tes rêves se précisent-ils, Morgan ?» questionna Myriam. « Oui. Les images sont de plus en plus nettes et certains détails s'ajoutent, mais d'autres restent flous, » répondit Morgan. « Il n'y a aucun doute, c'est lui, et lui seul que nous devons surveiller, » assura Marc. « Et Maître Chevima,
Tu ne le suspectes plus ? Demanda espiègle Alicia. Jeune, beau, avec toutes les filles à ses trousses ? Ouais, je le garde dans le coin de mon œil, rétorqua Marc. Livre de Morgan. Quand ce fut à mon tour de transmentaliser, je quittai le cours de maître Sandrocourt 15 minutes avant la fin, prétextant un besoin pressant. Je me rendis aux toilettes, mis l'ulutte sur la tête et m'imaginai la salle des squelettes. Je fus instantanément transporté dans une salle pleine d'élèves. Juste avant que la cloche ne sonne, Valda demanda à parler à quelques filles, dont Ingrid et Mélanie. Elles rangèrent leurs affaires, mais restèrent à leur place pendant que la classe se vidait. Debout sur son estrade, Valda leur expliqua d'une voix suave et avec un semblant de sourire qui lui déforma la bouche sans atteindre ses yeux, que l'hypnose était une matière difficile, que les cours étaient réputés intéressants et n'étaient enseignés qu'à partir de la 2e année. Et là, il leur dit qu'elles étaient de bonnes élèves et qu'elles avaient la capacité de suivre ces cours dès la 1re année, et pour finir, il leur proposa des heures particulières sur cette matière-là, pour elles seules. Flattées, elles acceptèrent avec enthousiasme et quittèrent la salle. Je rejoignis le groupe dans la bibliothèque, pressé de leur raconter mon escapade mentale. « Tu avais raison, Sorette, bravo !» s'exclama Marc, avachi sur son siège. « L'hypnose, je n'aurais jamais cru que ce serait cette matière. »« Pourquoi ?» demanda Myriam. « Il n'a pas le droit de l'enseigner, seul monsieur Roupille peut le faire. Cela dit, je comprends très bien que ça soit la matière qui convient le mieux. » Devant notre silence et notre entière attention, Alicia continua. « Oui, une fois hypnotisées, les 2 filles sont sous sa domination et il peut leur faire ce qu'il veut. Les kidnapper sans problème. Les ampoules ne s'allumeraient pas, » finit par dire Marc. « Il ne faut surtout pas le perdre de vue, » suggéra Myriam. « Dans l'hypnose, il y a 3 grandes étapes, » reprit Alicia. « La première est la mise en confiance. La deuxième, la perte de volonté. La troisième, la soumission. Le temps de ces étapes est variable selon la force de caractère de chacun et la confiance en l'instructeur. Cela peut être calculé avec plus ou moins d'erreurs. Il serait intéressant de savoir l'évaluation qu'en ferait Maître Valda. Cela nous donnerait une idée de la date du kidnapping. Maintenant, il nous faut connaître le nouveau programme des filles avec ses heures supplémentaires. Valda les enverrait par courrier. » Alicia remarqua qu'il était l'heure du dîner et elle nous conseilla d'inviter Ingrid et Mélanie à leur table. Juste avant de quitter la bibliothèque, Myriam dit à Alicia qu'elle aimerait beaucoup faire des cours d'hypnose. Alicia lui confirma qu'en effet c'était des cours passionnants et que Maître Roupille était un excellent professeur. « Tu pourras prendre cette matière l'année prochaine. » Du haut du 1er étage, adossé à la rambarde de l'escalier, nous cherchâmes les 2 jeunes filles dans la foule bruyante des élèves. Une fois localisées, nous descendîmes dans le hall. Mélanie était seule. Alicia l'invita à dîner avec nous. Elle haussa les épaules et accepta. Ingrid, elle, était avec une copine. Pierrick trouva plus judicieux d'envoyer Marc. Exagérément surprise et après plusieurs réticences et timidités feintes, Ingrid ne consentit qu'à condition que sa copine vienne aussi. Malheureusement, cette dernière fut interpellée par un jeune garçon et elle disparut dans la foule. Malgré tout, elle se joignit à nous. Nous étions 7 autour de la table et il a fallu se serrer un peu. Maître Valda est plutôt sympa de rattraper les heures que nous avons ratées à cause de la visite médicale, engagea Myriam. Oh oui, il nous a même proposé des heures d'hypnose, dit Ingrid avec enthousiasme. Mais cela ne fait pas partie de ses fonctions de maître du temps, s'écria Alicia. Je le sais, car c'est ce que j'ai pris en option cette année. Que fait-il pendant ces séances? Il vous hypnose? Oui, bien sûr, il m'a légèrement hypnotisé en premier, devant Mélanie, répondit Ingrid. Ensuite, il l'a hypnotisé devant moi. Et que vous a-t-il fait faire? Que des choses dont nous étions conscientes et d'accord, dit Mélanie. Mais pendant l'hypnose, nous perdions la volonté et la maîtrise des actions. C'était bizarre. Par exemple, Mélanie sautait comme une acrobate, dit Ingrid. Et moi, je pouvais danser comme une danseuse étoile sur la pointe des pieds. Pourquoi a-t-il fait ça? Interrogea Pierrick en donnant un coup de pied à Marc sous la table, afin qu'il soit plus attentif à la conversation. Eh bien, parce que nous le lui avons demandé. C'est évident, dit en riant Ingrid, qui pendant toute la discussion n'arrêtait pas de toucher ses cheveux légèrement plus foncés que les miens. Elle défaisait sa queue de cheval en enlevant les différents chouchous qui la décoraient, retouchait ses innombrables barrettes et bouge la tête pour voir ses cheveux s'envoler sous le nez de Marc. « Quelle tête creuse et quel idiot ce Marc !» pensai-je. «
Au même moment, à l'opposé de notre table, un regard de braise fusillait Marc. Il appartenait à Lily et je me dis qu'elle lui ferait payer cher ce moment de béatitude. Je ne fis pas attention à un autre regard, celui de la blanche Julie, celle qu'on appelait l'élue. C'est alors qu'Alicia leur demanda quand et où aurait lieu le prochain cours avec Maître Valda. Après les renseignements obtenus, nous retournâmes dans le petit salon. Maintenant que nous pouvons faire le nouvel emploi du temps, on va pouvoir transmentaliser pendant les cours d'hypnose et voir ce qu'il en est de l'évaluation des différentes périodes, dit Pierrick, le stylo dans la bouche. Le prochain tour de surveillance sera le tien, Alicia. Elle n'aimait pas voyager avec Lulutte. Elle confia au groupe qu'elle avait des maux de tête chaque fois qu'elle transmentalisait. « Te fais pas de soucis, Alicia, je prends ton tour, j'adore la porter, » dit Myriam d'un air enjoué. Mais Marc commençait à la connaître, et il sentait qu'elle était terriblement inquiète pour Morgan, et qu'elle vivait ce secret avec beaucoup de crainte pour leur amie. « Bon, Morgan remet Lulutte à Myriam. Demain, Ingrid et Mélanie auront cours avec Maître Valda pendant notre cours avec Maître Brunias, dit Pierrick en regardant le tout premier emploi du temps qu'avait fait Morgan. Quand ce fut au tour de Myriam de transmentaliser, elle quitta le cours un quart d'heure après qu'on fût entré, prétextant comme moi un besoin pressant. Nous savions qu'elle irait aux toilettes pour faire son voyage mental. Elle nous raconta bien plus tard que dans la salle des squelettes, elle n'avait pu consulter aucun papier, car les chemises contenant les dossiers étaient toutes fermées et posées sur le bureau. Cependant, sur la couverture rouge de l'une d'entre elles, elle avait lu « Évaluation hypnose ». La fin du cours avait sonné et la salle s'était vidée. Myriam, sur le point de revenir à son corps, s'était retournée et avait vu le maître, penché sur son bureau, ouvrir la chemise rouge et inscrire quelque chose. Pleine d'espoir et de curiosité, elle s'était rapprochée, inclinée derrière son dos et avait jeté un regard sur la feuille comportant la liste rouge. Tout se déroula très vite. Il souffla sur elle une poudre qu'il avait sortie de sa robe. Elle l'enveloppa dans une gangue rigide qui l'avait maintenue prisonnière. Myriam avait été dans l'impossibilité de rejoindre son corps. Maître Valda avait pris alors tout son temps. Il s'était assis sur son fauteuil et avait tranquillement cité des noms qu'elle ne connaissait pas pour l'identifier. Pendant ce temps, nous l'attendions dans la classe de Maître Brunias. Livre de Pierrick. Au bout d'une heure d'attente, Pierrick commença à montrer des signes d'impatience. Une demi-heure plus tard, il alerta discrètement Morgan et Marc, se leva et sortit. Il courut jusqu'aux toilettes et retrouva le corps de la jeune fille inerte. Affolé, il vint les avertir. Au même moment, la cloche sonna la fin du cours. « Vite !» dit-il essoufflé. « Myriam est inanimée. Maître Valda a dû sentir son aura et l'emprisonner pour découvrir qui l'espionne. » Et sans attendre, il se précipita vers la salle des squelettes. Hors d'haleine, le groupe rentra dans la salle sans frapper à la porte. Livre de Morgane. Pendant que je courais derrière Pierrick, le rêve que je fis une semaine plus tôt me revint en mémoire. De longs cheveux couleur miel traçaient la route sur laquelle je marchais en traînant un lourd fardeau. Je peinais à avancer. Au loin, l'ombre d'une personne en cape cachait une porte qui m'en rappelait vaguement une autre. Un rire diabolique résonna en écho autour de moi. Je cherchais d'où il venait, je ne trouvais rien. Je supposais qu'il sortait de sous la cape. Une mèche rousse, débordant du chemin, commençait à s'enrouler sur mon fardeau. Le poids m'immobilisa presque. Je vis alors émerger le visage de sous la cape. Il avait l'apparence de Valda, avec des yeux blancs d'aveugle. Il s'approcha de moi et grossissait à vue d'œil. Il était si énorme, si effrayant que j'en fus paralysée. Je voulus crier, mais aucun son ne franchit mes lèvres. Je reculai afin de m'en éloigner. Je me retrouvai au bord d'un gouffre et ce fut la chute libre. En tombant, je réalisai que j'avais été sur une main gigantesque, à demi ouverte, qui produisait un fluide d'énergie, et autour de moi, il y avait beaucoup de bulles, entourées de pics, comme des hérissons volants. Si ton rêve se précise, c'est que le kidnappeur a cerné sa proie et que nous passons à une deuxième étape, celle de l'approche, avait déclaré Myriam en frissonnant. Se précise, c'est beaucoup dire. Je ne comprends rien à ce qu'il veut transmettre, avait remarqué Marc. Nous ne le comprenons certes pas, mais le fait qu'il diffère du précédent
amène à penser qu'il y a une évolution dans le plan du kidnappeur, avait rétorqué avec inquiétude Myriam. Et c'était l'image de cette terreur dans son regard qui martela ma mémoire pendant cette course. Cette angoisse qui, par un accord tacite entre Pierrick et moi, parce qu'il détenait l'emploi du temps et qu'il distribuait les tours de transmentalisation, et parce que je prenais souvent ce tour, fit que nous évitions de donner à Myriam la possibilité d'utiliser Lulutte pour espionner les cours d'Ingrid et de Mélanie jusqu'à tout à l'heure. J'aurais dû me douter qu'elle s'impliquerait éperdument et donc sans prudence dans la recherche du moindre indice. Chapitre 7. Le conseil de discipline. Livre de Pierrick. Pierrick avait un mauvais pressentiment. L'absence de Myriam l'angoissait. Il courait dans le couloir en direction de la salle des squelettes, avec Morgan et Marc derrière lui. Ils franchirent la porte sans toquer. Un dense nuage de poussière flottait devant maître Valda. L'arrivée soudaine des 3 élèves le surprit. « Sortez et tapez à la porte avant de vous présenter dans ma classe !» hurla-t-il furieux. « C'est Myriam Pajot !» cria Pierrick. « Myriam Pajot ?» répéta maître Valda. Instantanément, le nuage tomba par terre. La poussière s'éparpilla. Myriam rejoignit son corps. Pierrick, Marc et Morgan quittèrent la salle de classe en laissant maître Valda interloqué. Ils coururent dans les toilettes. Ils la trouvèrent étalée au sol, inconsciente. Derrière eux, un bruit sec se fit entendre et maître Valda parut. Il les bouscula en passant devant eux, souleva la jeune fille et l'emmena à l'étage, celui de l'infirmerie. Les 3 amis le suivirent penauds. Dans la grande salle, l'odeur de potions, les lits faits en rang et le silence étaient impressionnants. Maître Valda dérangea cette atmosphère en une fraction de seconde. Il appela l'infirmier à plein poumon, déposa Myriam sur un lit et sans plus attendre. Il disparut, toujours avec ce bruit sec, au moment où monsieur Médic fit son entrée. Ce dernier, avec une moue efféminée, s'approcha de leur ami et posa ses mains sur sa tête puis sur son thorax un moment. Le silence était presque suffocant. Soudain, maître Valda apparut comme il disparut. Il se dirigea droit sur Myriam, lui releva la tête et lui fit ingurgiter une potion orange. « Son ampoule n'a pas crié, elle n'est pas en danger de mort, » dit-il. « Quand elle ira mieux, nous nous reverrons. » Puis il s'en alla, comme il était venu. Monsieur Médic se pencha sur elle, souleva une paupière et demanda « Que lui est-il arrivé ?»« Elle a utilisé une casquette voyageuse d'espace, » dit Alicia qui les rejoignit, essoufflée. « Je viens à l'instant d'apprendre la nouvelle. » Elle était bouleversée. « C'est de ma faute, je n'aurais jamais dû laisser Myriam prendre ma place pour surveiller maître Valda. »« Ne dis pas de bêtises, Alicia, » sermonna Pierrick d'un ton sec. « La même chose pouvait arriver. Myriam est loin d'être une imprudente. »« Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Mais elle était si inquiète à cause de ce secret dans la forêt que lui rappelait sa propre histoire, celle de la mort de son père, que je crois qu'elle fut plus intrépide que prudente, protesta Alicia, en s'approchant de Myriam, toujours inconsciente. « Que va-t-il lui arriver maintenant ?» demanda Morgan. Quand monsieur Médic, qui alla chercher une autre couverture, lui répondit, tous sursautèrent. Ils avaient oublié sa présence. « Rien, il faut attendre. » Je pense que maître Valda lui administra la potion du détransmentalisé en concentration suffisante pour qu'elle soit hors de danger. Alicia se cacha le visage et étouffa un sanglot. Les 3 amis n'osèrent plus rien dire. Monsieur Médic avait-il entendu ce que venait de dire Alicia ? Elle parla de la forêt des secrets. Qu'a-t-elle dévoilé ? Que pouvait-il penser et que va-t-il faire ? Heureusement, elle ne révéla pas plus de choses. Elle aurait pu mettre la vie de Morgan en danger en informant une 5e personne. « Allons, mademoiselle, séchez vos larmes. Je sais très bien garder un secret sans avoir besoin d'aller le confier aux arbres de la forêt des secrets. » Alicia pointa son bout de nez humide entre ses doigts. Elle le regarda timidement et lui fit un sourire tremblant. « Merci, monsieur Médic, » murmura-t-elle. Les 4 amis restèrent un instant aux côtés de Myriam, toujours inconsciente, quand Manu fit son apparition. Il s'approcha du lit comme un somnambule, posa sa main sur celle de Myriam. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-il d'une voix blanche. « C'est un peu long à expliquer, Manu. Quand elle reviendra à elle, Myriam te rendra compte de tout. L'infirmier dit que demain elle ira mieux, » rassura Pierrick. Manu se pencha sur le front de son aimé et déposa un doux baiser.
Monsieur Médic, qui les avait laissés seuls, revint et leur ordonna de quitter l'infirmerie. « Ne vous inquiétez pas, je veillerai sur elle. Repassez demain, dit-il d'une voix rassérénante. Qu'allons-nous faire ? Marmonna Alicia une fois que le groupe se retrouva dans le petit salon. Elle avait une tête défaite. Myriam risque l'expulsion, et même peut-être une sanction plus grave encore. Comme quoi ? Demanda Marc. Ne jamais réintégrer une autre école. Néanmoins, nous ne pouvons absolument pas dévoiler le secret que Morgan a entendu, sinon nous mettons en jeu sa vie. Ingrid aussi expose sa vie. À qui pouvons-nous expliquer le danger qu'elle court sans révéler le secret que Morgan a surpris dans la forêt ? Il faudra en parler aux adultes. De toutes les manières, nos parents seront informés de ce qui vient de se passer. Il vaut mieux le leur dire avant qu'ils ne l'apprennent par la voie directoriale, déclara Marc, l'air blasé. On peut attendre demain. La nuit porte conseil, me disait sans cesse Pépé. On saura ce que Valda fera. Peut-être qu'il ne voudrait pas que tout cela s'ébruite, car après tout, il s'exposerait au regard des autres. Les professeurs pourraient très bien se demander pourquoi des élèves le surveillent. Si nous proclamons qu'il est impliqué dans une affaire secrète, connaissant son passé, même sans preuve, cela risquerait de lui attirer des ennuis, non ? Raisonna Morgan. Mais c'est vrai ça, c'est pas bête, s'exclama Marc surpris. Il faudra que tu changes ton jugement, frérot, dit Alicia, une petite lueur espiègle dans le regard. Marc pensait que Morgan n'était pas futé, songea Pierrick. Le lendemain matin, pendant le cours sur la matière du vent, Myriam fit une apparition. Elle était encore pâle. Elle tendit à Maître Brice un billet de Monsieur Médic justifiant son retard et vint s'asseoir à côté de Marc. Elle lui fit un sourire qui ressemblait à une grimace et sortit sa trousse pour prendre des notes. À ce même moment, après un léger toc à la porte de la salle, celle-ci s'ouvrit sur Maître Valda. Il s'excusa d'interrompre le cours et demanda à Maître Brice de voir les 4 élèves. Myriam, Pierrick, Marc et Morgan se levèrent sous les ricanements de Bouboule, de Coco et de Janil. Ils n'étaient pas au courant de quoi que ce soit, mais se doutaient de quelque chose de déplaisant, vu que le groupe avait affaire à Maître Valda. En passant dans les rangs, Marc ne manqua pas de jeter son sac sur son épaule à la hauteur de la tête de Janil et de l'assommer, ce qui les fait taire. Quand les 4 élèves avancèrent vers Maître Valda, il leur tourna le dos et commença à s'éloigner. « Que pouvons-nous faire ?» interrogea désespérément Myriam au groupe qui lui emboîta le pas dans le couloir. « Rien, mademoiselle !» s'exclama Valda qui se retourna soudainement et la fit sursauter. Pierrick se demanda comment il a pu l'entendre alors que sa voix n'était qu'un chointement. « Vous n'allez rien faire, vous allez subir. Dans mon bureau, tout de suite !» Dans les couloirs, quelques élèves retardataires se retournèrent sur leur passage. Le maître descendit les escaliers si vite que sa cape vola sous les pas de Myriam, qui faillit tomber. Les 3 copains le suivirent sans mot dire. Son bureau se trouvait derrière sa classe. Il était sombre. Un lourd rideau vert foncé empêchait toute lumière du jour de rentrer. La pièce, toute petite, était encombrée d'étagères pleines de livres sur tous les murs et d'une grande table de travail qu'il contourna. Il s'assit et indiqua du menton Myriam. « Donnez-moi la casquette !» ordonna-t-il. Morgan la sortit de sa poche de veste. Hier, il avait eu le réflexe de la ramasser. Elle était tombée de la tête de Myriam quand elle retourna à son corps perdre connaissance et chuter par terre. Il la tendit à la jeune fille qui la remit à Maître Valda. Il la manipula dans tous les sens et l'inspecta minutieusement. « Elle m'appartient, » dit Morgan. Au bout d'un long moment de silence, pesant comme du plomb, Maître Valda d'une voix sourde dit « Oui, je sais. » Son regard se releva sur Morgan, haineux, pour glisser vers Myriam. « Pourquoi, mademoiselle, m'espionnez-vous ?»« Je ne vous espionnais pas, j'étais là pour essayer la casquette. Je voulais juste assister à un autre cours, » bégaya Myriam. « Alors, si je comprends bien... » Il scruta le plafond, faisant semblant de chercher ses mots. « Pendant le cours d'un collègue, vous êtes allé aux toilettes et vous avez transmentalisé pour venir à tout hasard dans ma classe. C'est bien cela. » Son regard vrilla sur Myriam. Elle ne dit rien, baissa piteusement la tête. Les yeux du maître se posèrent brûlants sur chacun d'eux. « Vous passerez en conseil de discipline. »
tonna-t-il. On sanctionnera votre curiosité. Je ne peux pas confisquer la casquette, car elle ne vous appartient pas. Mais je vous ordonne de ne jamais l'utiliser, et si je sens une seule fois votre présence, je vous le ferai payer cher, menaça-t-il, le regard sur les 4 élèves. Maintenant, dehors. Et il jeta sur Morgan la casquette. Pourquoi ne me l'a-t-il pas confisquée ? Murmura Morgan à Pierrick dans les couloirs. Il ne peut pas. Elle t'appartient. Elle est inviolable. Devant mes yeux interrogateurs, il précisa. Un objet inviolable est un objet qu'il est impossible de prendre de force. Il s'estompe pour revenir à son propriétaire. C'est ainsi. Ta casquette est inviolable, expliqua Pierrick. Livre de Morgane. Je compris pourquoi Dvamila ne m'avait pas pris mon voyageur d'espace. Il avait fait une évaluation d'hypnose. Je m'étais approchée pour mieux voir. C'est à ce moment qu'il détecta ma présence, souligna Myriam dépitée. Je ne sais pas ce qu'il avait inscrit, ajouta-t-elle désolée. Qu'as-tu ressenti quand tu revins dans ton corps, après plus d'1 heure d'absence avec ton aura emprisonnée ? Questionna Marc curieux. J'avais eu l'impression d'être sortie d'un appareil à mouliner, dit-elle faiblement. Les 4 amis franchirent à peine le pas de la porte du petit salon que... « Où étiez-vous » s'écria furieusement Alicia. « Je vous attends depuis un moment. » Livre de Marc. Marc se rappela avoir demandé à Alicia de les rejoindre ici, dans le petit salon, juste après leur cours. Sa sœur lâcha son livre à côté d'elle, sur le canapé défoncé, quand elle aperçut Myriam. « Comment vas-tu ? Je comptais venir te voir avec le groupe ce matin. Tu es sortie tôt ?» requiert-elle d'une toute autre voix. « Ma mère va m'étrangler, » se plaignit Myriam. « Et le pire, c'est que je ne pourrai pas me justifier sans dévoiler ton secret, Morgan. Ne me regarde pas comme ça, Marc. Je n'ai pas du tout l'intention de dire quoi que ce soit. »« Vous allez m'expliquer ce qui se passe, à la fin ?» hurla Alicia hystérique. « Myriam sera convoquée en conseil de discipline. »« Oh !» s'écria-t-elle en couvrant sa bouche avec sa main. « Quelle poisse ! J'espérais tant que l'argument de Morgan, à savoir que maître Valda ne souhaitait rien révéler, soit vrai. » Elle s'assit sur le canapé et les autres firent pareil. Au bout d'un long moment de silence où chacun semblait mesurer la catastrophe, Alicia s'exclama en cherchant expressément dans son immense cartable posé à ses pieds. « Il faudra préparer ta défense, » dit-elle. Dans le règlement intérieur, il mentionne quelque chose sur ce sujet. Elle fouilla un instant et sortit victorieusement une chemise blanche. Elle l'ouvrit et la parcourut du doigt rapidement pour s'arrêter à un item. « Ah voilà !» Et elle lut à voix haute le contenu. « L'élève qui passera en conseil de discipline subira le phénomène de la langue qui s'allonge. »« C'est quoi ce phénomène ?» demanda Morgan. « Ils te feront boire une potion, et si tu dis un mensonge, ta langue s'allongera, » répondit-elle désespérée. « On est fichu. Nous risquons d'être découverts. » Bon, que faire ? Car là, il s'agit de ne pas révéler le secret de Morgan, sinon c'est la mort, dit Pierrick, le front soucieux. « Attendez. Il n'y a pas une clause à la langue qui s'allonge ?» demanda Morgan. Les adolescents se regardèrent. « Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, » dit Marc. « C'est de se renseigner. Et le plus vite possible. » « Maître Valda t'a dit quand aura lieu ton conseil de discipline ?» interrogea Alicia. « Non, je pense que je le saurai par ma mère qui recevra le courrier de la directrice, » dit Myriam angoissée. Quelqu'un approchait et le groupe se tut. Manu franchit timidement la porte. Myriam se jeta dans ses bras, cacha son visage contre son épaule et ils restèrent ainsi un moment. « Bon, je dois y aller. On se retrouve à la bibliothèque après les cours, » dit Alicia en disparaissant. « Oui, je vais changer de veste, » lança Marc. « Moi aussi, » dirent ensemble Morgan et Pierrick. Quand ils sortirent du petit salon, Marc dit à Pierrick « Tu crois que Morgan a une autre veste ?» Pierrick ne lui répondit pas. Le déjeuner se passa dans une ambiance de déprime totale. Le groupe n'échappa à l'attaque verbale de Janil et de sa bande. Ils n'arrêtèrent pas de mimer quelqu'un qui boude. « Je vais écrire un courrier à Dvamila, » dit Morgan en haussant les épaules. « Oui, nous aussi. Hein, Alicia ? Tu écriras à maman ?» demanda Marc. « Oui. » Alicia ne releva même pas le fait que le « nous » était pour elle seule. Myriam hocha la tête, et tout comme Pierrick ne dit rien. Mais ses traits restèrent graves.
Ils sortirent du réfectoire pour reprendre les cours de l'après-midi sans grand enthousiasme. Au rez-de-chaussée, Myriam bifurqua vers la bibliothèque. Dans un rayon qui traitait de justice, de délit et de droit, elle trouva le livre qui parlait de la langue qui s'allonge. Elle rata l'étude des sons et des bruits musicaux, un cours optionnel qu'elle aimait bien. Chercher des sons avec différentes fréquences était en dehors du kunchuki une autre passion. Mais aujourd'hui, elle n'avait pas la tête à ça. Elle se démenait dans la bibliothèque depuis plus de 4 heures quand Pierrick, Marc et Morgan la rejoignirent. « Regardez, dit-elle fébrile, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. » Et elle lut. Si la réponse à la question posée met en péril de mort un individu, l'accusé a le droit de donner une réponse différente de la vérité, mais suffisamment proche pour que sa langue ne s'allonge pas. Il faudra simuler les questions et voir quelles pourraient être les réponses possibles, dit Pierrick. Chacun se prépare une liste de questions. Les 4 adolescents s'installèrent dans un coin tranquille et commencèrent à écrire leur liste. Quand Alicia arriva, Myriam l'informa de la clause, mais au lieu de faire comme elle prit le livre et se mit à le feuilleter. Livre de Morgan. Depuis 30 minutes, Marc ne cessait de faire des ratures et de pousser des soupirs. Pierrick relevait souvent la tête, et moi, je mordillais si fort mon crayon qu'il commençait à ressembler au cure-dent de la gale, pensai-je en le regardant. La bibliothèque se vidait, les élèves avaient faim et s'agglutinaient dans le hall devant le réfectoire. « J'ai quelques questions, » dit Marc en se levant de sa chaise. « Ok, on peut commencer, » proposa Pierrick, sachant que Marc ne pourrait pas rester 1 minute de plus assis. « Tu veux te lancer, Myriam ?»« Ouais. » Elle était mal. Une des questions serait sûrement « Que faisiez-vous, transmentalisé dans la classe de Valda ?» Je pourrais répondre que je désirais tester le voyageur d'espace toute seule et que je choisis au hasard d'aller dans sa classe. Ce qui n'est pas faux, n'est-ce pas ? Oui, en effet, dit Pierrick. Tu pourrais dire que tu essayais seul la casquette puisque tu ne l'avais jamais fait avant. Les fois précédentes, tu avais transmentalisé en groupe ou à 2. Mais ça, tu n'as pas besoin de le préciser. Seulement, je pense que le mot « au hasard » risque de te faire allonger la langue, car c'est faux. Je répète. Je voulais voir ce que cela faisait de transmentaliser seul et je choisis d'aller dans la classe de Maître Valda. La question suivante a de fortes chances d'être « Pourquoi ?» Pourquoi vouliez-vous voir ce que faisait Maître Valda ? Dit Marc. Je pourrais dire que je voulais savoir ce que Maître Valda ferait avec Ingrid et Mélanie. Il faut bien que ma réponse soit véridique, sinon ma langue s'allongerait. Et puis, je ne révèle rien du secret de Morgan, n'est-ce pas ? Dit-elle en jetant un regard inquiet sur moi. Non, Myriam, cette réponse ne révèle rien, déclarai-je, rassurante. Mais c'est la question suivante qui posera problème. Oui, à savoir pourquoi Ingrid et Mélanie. Ou pourquoi voulais-tu savoir ce que Maître Valda ferait avec ses 2 filles, dit Alicia sans lever le regard du livre. Là, comme la réponse te mettrait en danger, je peux l'esquiver, non ? Suggéra Myriam. Oui, dit Alicia en prenant encore la parole à ma place. Que pouvons-nous rétorquer ? Je ne sais pas, répondit d'une piteuse voix Myriam. Je n'ai pas arrêté de tourner et de retourner la question et de chercher la réponse. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien voilà. Tu pourrais dire qu'Ingrid et Mélanie t'avaient appris que Maître Valda comptait leur donner des cours d'hypnose. Comme l'hypnose t'intéresse, tu voulais toi aussi en faire. Tu cherchais à comprendre pourquoi cette proposition à ces 2 élèves. Alors, tu as assisté à leur cours avec lui pour savoir comment avoir droit, toi aussi, au cours d'hypnose. Un peu tiré par les cheveux, non ? Constata Marc. Si tu as une meilleure idée, je t'écoute, rétorqua Alicia en croisant les bras et en regardant bien en face son frère. Mais, comme il n'ajouta rien, Myriam se contenta de hocher la tête, le teint toujours très pâle. « Écoute » allégua Alicia pour la rassurer et la persuader du bon sens de son idée. « Tu diras que tu voulais voir un cours de Maître Valda, ce qui est vrai. Tu justifieras ça par le fait que tu souhaitais faire des cours d'hypnose, ce qui est vrai aussi. Le seul mensonge, c'est la causalité qui relie ces 2 choses. Tu n'as pas été assisté au cours de Maître Valda pour savoir ce qu'est un cours d'hypnose, mais pour surveiller les 2 jeunes filles. Mais ça, c'est dévoiler un début du secret de Morgan, et donc le mettre en danger. Donc je pense que ta langue, selon la clause que tu as lue, ne gonflera pas. Cette fois-ci, Marc ne dit rien.
Il était même plutôt admiratif devant le raisonnement de sa sœur. J'étais mal à l'aise, car je me sentais responsable de ce qui se passait. Le lendemain, mercredi, Myriam demanda l'autorisation à maître Sandrecou de rentrer chez elle, ce qui lui fut accordé. Mais elle partit défaite, car maître Sandrecou parut déçu de son comportement. Cependant, elle ne lui fit aucun reproche. Elle lui conseilla même de rester le mercredi soir chez elle et de revenir en classe que le jeudi matin. Juste avant qu'elle ne s'en aille, je lui dis « C'est de ma faute tout ça, Myriam, si tu es dans le pétrin. Je suis très embêtée pour toi. » « Ta faute ? Pourquoi donc ? » Je ne pouvais pas lui dire que c'était moi qu'on recherchait et qu'à cause de moi, une autre élève était en danger. « Tu penses que j'ai été imprudente car je fais tout pour que ce secret ne se réalise pas ? Si c'était à refaire, je l'aurais refait, mais avec plus de prudence. J'aurais dû suivre mon instinct. Il me disait que maître Valda se comportait bizarrement, juste avant qu'il ne jette cette poudre sur moi transmentalisée. Tu n'y es pour rien, ne te fais pas de soucis. » Dvamila avait dû recevoir mon courrier et celui de Valda la veille, mais elle ne me contacta pas. Cela ne me surprit pas. Elle voulait certainement me parler de tout ceci en tête-à-tête. Et pendant que je faisais le trajet pour rentrer à la maison, je répétais mes arguments, ceux que j'avais préparés pendant ces 2 nuits. J'étais sûre de la trouver dans le salon à m'attendre. Je vis la chatte de madame Duchamp. Elle avait aujourd'hui un pelage rouge. Cela présageait-il quelque chose de fâcheux ? Je franchis le seuil avec appréhension. Elle était bien dans le salon, seule. « Bonjour, Dvamila, dis-je. »« Bonjour, Morgane, » me répondit-elle sans aucun sourire. Après m'être débarrassée de mon éternelle veste d'hiver, que j'appréciais de plus en plus, au point de ne pas vouloir en changer, je m'assis dans le fauteuil près de la jeune femme silencieuse. J'ai reçu 2 courriers, un de la part de maître Valda et le tien. Aucun son ne franchit mes lèvres. Dvamila m'était proche, son appréciation précieuse. On s'était rapidement bien entendus toutes les deux. J'ai toujours senti son affection m'envelopper aussi chaudement que ma veste d'hiver. J'ai de l'admiration pour son dévouement auprès des enfants orphelins, opaques ou transparents. « Tu ne dis rien ?» nota-t-elle tristement. Je baissai la tête. Que dire ? Que j'avais prêté ma casquette à Myriam sans savoir ce qu'elle allait en faire ? Non, Dvamila me connaissait pertinemment. J'étais une personne méfiante. Je ne pouvais pas non plus lui faire croire que mes amis n'étaient pas responsables. Je n'avais pas le choix, Dvamila. Je ne peux rien dire de plus. Tu es sûre que tu ne peux rien me dire ? Myriam est une bonne copine. Elle ne se comporterait jamais pour me porter préjudice. C'est une fille dévouée, fidèle. Pourtant, son geste n'était pas à faire. Tu savais où elle allait transmentaliser avec ta casquette, n'est-ce pas ? Je ne proférai rien, mais hochai la tête. Penses-tu être en danger, Morgane ? Non. Si c'était le cas, tu me le dirais. Oui. Je me sentais coupable de trahir sa confiance, mais il m'était impossible de dévoiler le secret à une 5e personne, même si cette personne était l'être le plus cher. Elle se tut pendant un long moment. Ce fut un supplice moral. Bien, pour ta punition, nous en reparlerons plus tard. De retour jeudi matin, Myriam nous raconta que sa mère avait reçu le message de maître Valda. Il avait écrit le mot « espionner ». Quand madame Pajot lui avait déclaré qu'aucune excuse ne justifiait d'espionner une personne et de surcroît un maître, Myriam avait répondu qu'elle ne l'avait pas fait pour le plaisir et que sa mère devait lui faire confiance et que si elle, sa fille, avait commis cette faute, c'était bien parce que ça en valait la peine. Myriam et sa mère étaient très proches l'une de l'autre. Myriam avait besoin que sa mère ait foi en elle. « Je pense que tu savais ce que tu faisais, Myriam. Quand on est responsable, on accepte les conséquences de ses actes. » finit-elle par dire à sa fille qui fut soulagée d'avoir, malgré tout, obtenu un sursis. La mère de Pierrick et les parents de Marc et d'Alicia furent aussi informés par un courrier de Valda. Jeudi après-midi, Myriam était toujours très pâle, mais je la sentais moins effrayée et plus déterminée. Elle reçut une convocation de maître Sandrecou. Son conseil de discipline sera pour demain matin. Elle me dit, en essayant un sourire, qu'elle était prête. Le lendemain, maître Sandrecou vint la chercher. Livre de Marc. Marc savait qu'à un moment ou un autre, maître Valda les impliquerait dans l'affaire. Il n'était qu'à moitié surpris quand, en fin de matinée, après les cours, lui, avec Pierrick et Morgan, furent convoqués par maître Sandrecou
qui vint les chercher dans le petit salon où ils attendaient en silence des nouvelles de Myriam. Ils la suivirent dans le hall. Elle les plaqua contre le pilier central, appela l'ascenseur, et ils furent surélevés jusqu'au dernier étage. Ils prirent la direction opposée à celle de l'infirmerie et franchirent une lourde double porte qui s'ouvrit sur un amphithéâtre entourant un cirque où trônait un siège central. Les gradins étaient occupés par quelques maîtres de matière principale, ainsi que par d'autres professeurs de matière optionnelle, dont Madame Volovent, l'entraîneuse de Konchouki de l'équipe des Jaunes, le professeur de l'étude des sons et des bruits musicaux, et l'infirmier, Monsieur Médic. Madame Pajot était au 3e rang, seule, derrière le siège central où était assise Myriam. En face de Myriam, dans le 1er rang, Madame la directrice, à sa droite Maître Valda et à sa gauche Maître Sandroku, qui s'installa sur son siège en indiquant aux garçons leur place, derrière Myriam, debout face à la directrice. Les nouveaux arrivants ne pouvaient pas voir le visage de Myriam, et chacun se posa la question de savoir si sa langue s'était allongée. Marc sentit son estomac se tordre, sa salive prendre un goût amer, sa gorge se serrer. Il se dit que pour Myriam, cela a dû être dur de se voir en face d'un jury si imposant. La vieille dame commença. « Veuillez vous présenter, s'il vous plaît », dit-elle d'une voix forte. « Marc Minot, je suis en première année d'initiation. »« Plus fort, s'il vous plaît », s'écria la directrice. Marc se répéta plus fort. Pierrick et Morgan se présentèrent à leur tour. Nous vous avons fait venir pour vous poser une question importante. Bien sûr, vous ne subirez pas la langue qui s'allonge, car vous n'avez commis aucune faute à notre connaissance. Mais, comme la casquette voyageuse d'espace semble circuler entre vous, je vous prie de me dire si vous tous l'avez déjà utilisée et pourquoi, demanda calmement la directrice en s'adressant aux 3 jeunes hommes. Une seule fois, précisa rapidement Pierrick. Nous l'avons essayé tous ensemble, en nous donnant la main pour aller de la chambre d'Alicia, la sœur de Marc, à la chambre de Marc. Marc et Morgan hochèrent la tête, mais Marc sentit flotter dans l'air une si forte suspicion qu'il douta de la propre réponse de Pierrick, qui pourtant était juste. Ensemble, ils ne se déplacèrent qu'une seule fois. Seuls, ce n'était pas le cas, mais la question était bien pour l'ensemble du groupe, n'est-ce pas ? Essaya-t-il de se convaincre. Cela confirme bien ce que nous a dit votre camarade Myriam, constata la directrice en prenant à témoin Maître Valda, qui ne semblait pas du tout satisfait de la tournure du questionnement de l'indiscipliné. Il avait lui-même préparé la potion de la langue qui s'allonge, et pourtant celle de Myriam ne s'allongeait pas. Il était bien obligé de croire les réponses données. Néanmoins, il pressentait quelque chose de faux. Peut-être que les questions n'étaient pas suffisamment précises. Son regard devint aigu comme un poignard. Il détacha doucement chaque syllabe. « Avez-vous déjà utilisé la casquette à d'autres occasions ?»« Non, monsieur, » dit Morgan en articulant pareillement chaque syllabe et en retournant le même regard haineux à Maître Valda. « Bien, vous pouvez quitter la salle. Quant à vous, mademoiselle Pajot, nous allons délibérer et vous reviendrez pour entendre notre décision, » fit la directrice, et d'un geste de la main, elle ouvrit les portes à double battant. Dans le couloir, Myriam se tenait le ventre. Elle était jaune, mais sa langue avait une longueur normale. Elle tenta un sourire. Ils m'ont posé les questions qu'on avait préparées. Ma langue s'était très légèrement allongée quand j'ai dit que j'avais transmentalisé pour chercher un moyen d'assister au cours d'hypnose que donnait Maître Valda à Ingrid et à Mélanie, afin qu'ils me les proposent à moi aussi. Ils n'ont rien vu et surtout n'ont pas continué dans cette voie-là. Je l'ai échappé belle. La directrice ne semblait pas du tout surprise que Maître Valda fasse des cours d'hypnose. « Oui, c'est bizarre, » dit Morgan. Peut-être qu'il lui avait demandé l'autorisation, prétextant n'importe quoi pour avoir son accord, supposa Marc en haussant les épaules. Il m'a répondu que je n'avais pas les compétences pour aborder des cours d'un niveau supérieur, fulmina Myriam d'une voix vexée, le regard fixe. Maître Valda t'avait posé la question qu'il nous posa. Tu veux dire si vous avez déjà utilisé l'ulute ? Oui.
La langue qui s'allonge ne t'oblige pas à dire une vérité qui concerne les autres. En d'autres termes, nous ne sommes pas tenus d'être des rapporteurs. Sur vous, je pouvais dire que je ne savais pas. Elle nous fit un clin d'œil et ajouta « C'est ce qu'avait lu Alicia, qui n'avait pas lâché le livre durant toute la nuit. Elle me l'avait soufflé juste avant la séance du conseil. » La porte s'ouvrit et maître Sandrecoup ordonna à Myriam de retourner dans la salle. « Attendez-moi dans le petit salon » chuchota-t-elle avant de suivre le maître. Elle revint une demi-heure plus tard. Elle semblait abattue. « Alors ?» demanda Marc. « Ce n'est pas l'exclusion, de justesse. Maître Valda voulait qu'on me supprime le Kontchouki pendant toute l'année scolaire. Il sait que j'adore ça. Mais Madame Volovan protesta, et elle proposa qu'on ne me l'interdit que pendant le mois qui vient. Maître Valda trouvait que ce n'était pas suffisant. Alors, il insista pour m'infliger une retenue une fois par mois, jusqu'à la fin de l'année scolaire. « Désolée, dit Morgan. « Bon, ce n'est pas un drame, ajouta-t-elle d'une voix plus légère. C'est fini maintenant. Le plus dur est passé. Maman doit être contente qu'il ne m'ait pas expulsée. Cependant, elle vient juste de me dire qu'elle m'interdisait de jouer de la musique dans le local de tonton Franck, et ce pendant tout un trimestre. » Avec le soulagement, Marc sentit la faim. Il quitta le groupe en signalant qu'il se retrouverait au réfectoire. Il allait certainement rejoindre Lily dans un lieu connu d'eux seuls, à l'abri des regards. Livre de Pierrick. Le soir, ils se retrouvèrent au réfectoire, assis autour d'une table bien garnie. Ils avaient tous faim, et pendant un moment, on n'entendait que le bruit des couverts. Seule Alicia mangeait modérément. « Tu sais que tu pourrais venir chez moi pour jouer de la musique le week-end » dit-elle à Myriam. « Je demanderai d'abord à ma mère, mais je pense qu'elle sera d'accord. Comme on n'a pas de voisins, on ne risque pas d'avoir d'ennui avec le bruit. Quant à la salle, on a une pièce à l'étage de la grange. À l'époque, Marc et moi jouions là-dedans, quand nous étions petits. On pourra la débarrasser pour te faire une place. » « Merci, Alicia, je vais y réfléchir. Je dois en parler avec Morgan et Eric. » Elle semblait un peu blasée. Aussi personne n'insista. Elle continua en s'adressant à Alicia. « Tu as bien dormi ?»« Oui. Heureusement, je ne tenais plus debout. » précisa-t-elle. « Oui, » dit Marc. « Myriam nous a rapporté que tu avais lu le livre toute la nuit. Tu l'as prévenu que la langue qui s'allonge ne fonctionne pas pour dénoncer les autres. C'est bien ça. T'es forte, Sorette, je t'adore. » dit Marc sérieux. La flatterie la surprit beaucoup, car ce n'était pas dans les habitudes de son frère de manifester son admiration. « Tout va bien? Ça se passe bien avec Lily ?» demanda-t-elle suavement. À ce même moment, on entendit un cri. Elvis s'était accroché à un plat qui montait le long du tube. « Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini !» s'époumonnait-il, suspendu dans les airs. Mais le plat poursuivait son voyage et Elvis disparut dans le plafond. Ses protestations étouffées parvinrent aux élèves interloqués. Antoine, assis à la même table qu'Elvis, la chevelure dressée sur la tête, s'étranglait de rire. Il se tenait le ventre et poussait des hurlements en tapant sur ses cuisses tant la scène lui parut comique. Les autres montraient plus d'inquiétude. « Je me demande bien où il atterrira », interrogea Marc, les yeux rivés au plafond. « Dans une poubelle ou un lave-linge », riposta Pierrick. « Mais non !» s'exclama Alicia en soupirant. « Il va directement dans les cuisines où des fémins préparent les plats. »« Des fémins ?» répéta Morgan. « Oui, ce sont des êtres qui sont très manuels. Ils savent très bien faire le ménage, la cuisine, les gros et les menus travaux, comme dirait maman, » répondit Alicia en s'essuyant la bouche. « Tiens, le voilà !» constata Myriam en montrant Elvis qui franchissait la porte d'entrée et qui revenait à pied à sa table. Il avait les cheveux en bataille, les vêtements de travers et le visage noir de chocolat. « Tu me fais concurrence, » lui dit Antoine en élevant la voix et en mangeant bien les airs. « Tu es aussi noir que moi. Jaloux. »« Arrête, c'était génial. Ils m'ont fait faire un tour de manège dans leur machine à faire la mousse au chocolat, » répondit Elvis en faisant des gestes avec ses bras dans tous les sens. « Bon, je vais aller m'allonger une petite heure avant mes révisions, » lança Alicia en se levant. « Oui, tu as raison. Demain, on se retrouve chez moi, » dit Marc en repoussant sa chaise. « Il faudra penser aux entraînements. » Puis il sortit en faisant un discret clin d'œil à Lily. Quelques secondes plus tard, elle quitta sa table. «
Je vais aller au lit, dit en bâillant Myriam. Je n'ai pas bien dormi cette nuit. Puis elle aussi disparut. Livre de Morgane. Ce samedi, j'appris ma punition. Pas de sortie ce week-end. Je ne dis rien. Dvamila se leva pour donner des recommandations à Robotique. Je devais avertir Marc et Alicia que je ne pouvais pas les rejoindre chez eux. Ils n'avaient pas de contact, Pierrick et Myriam non plus. Je ne savais pas comment faire et passais ma journée jusqu'à l'heure du rendez-vous à me le demander. Le lundi matin, j'appris qu'eux aussi avaient été punis de sortie et le rendez-vous chez Marc et Alicia était tombé à l'eau, ainsi que la salle qu'avait proposée Alicia à Myriam pour jouer de la musique. Madame Minot, au courant de la punition de Myriam, ne comptait pas aider Alicia à la contourner, lui avait-elle dit.